il faut rester très, très coachable. C'est-à-dire que quand tu es un athlète, si tu veux vraiment progresser toute ta carrière athlétique, que tu sois amateur plus amateur professionnel, même s'il n'y en a pas beaucoup en France, ben en fait, tu dois toujours vouloir améliorer. Se faire mal, tout le monde est capable de se faire mal. Sur de la programmation, tout le monde est capable d'écrire des WOD difficiles, tout le monde est capable d'écrire des WOD avec un volume cohérent, une intensité cohérente. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est quelle consigne technique, quelle correction technique, quelle intention. Les burpees seront toujours là, les DU seront toujours là, les box jumps seront toujours là, les wall balls seront toujours là, les thrusters aussi, les snatch aussi. Maintenant, ce qui va faire la diff, c'est ceux qui arrivent à optimiser le mieux chaque mouvement pour gagner ces dixièmes à chaque fois sur chaque répétition. Ruben, bienvenue sur le podcast. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très très bien. C'est un plaisir de te recevoir à nouveau. Ça fait un petit moment. Ouais, ça fait presque 3 ans, je crois. On s'est croisés au semi-final et tu m'as dit, bah vas-y, on en fait un. Allez. Exactement. Il y a rien de mieux que de croiser des gens en présentiel pour leur dire, vas-y, reviens sur le podcast. Ouais, c'est ça. Et c'est autant genre pour te bloquer, mais c'est aussi pour moi, pour me dire, putain, non, faut vraiment que je ressors encore une fois sur le podcast. Faut qu'on se refasse ça. Donc c'était cool de te croiser. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Ruben, je te laisse te présenter rapidement et après on parlera Allez. de plein de chouettes choses. Allez. Ruben Valero, 29 ans, coach de CrossFit et head coach de EMF Training. Donc, organisation de coaching de CrossFit principalement. Aujourd'hui, alors la dernière fois qu'on s'est parlé, on était trois. Donc, Ouais, il y avait Théo, Jules et moi. Théo qui s'occupe en particulier de la communication. Aujourd'hui, on est cinq. On a Baptiste et Hugo qui nous ont rejoints. Donc, quatre coachs et Théo pour tout ce qui est marketing et communication. Et puis voilà, ça avance plutôt pas mal. Aujourd'hui, on coach entre EMF Compete, les coachings à distance, remote coaching, EMF Affiliate, etc. On a 300 athlètes, une quinzaine de box de CrossFit qui suivent EMF Affiliate. mhm, Voilà. Donc, super. c'est cool, Et ouais. c'est chouette de voir que ça grandit, hein, le fait que la boîte grandit, si tu as plus de coachs, l'envergure, ça prend de l'ampleur, c'est vraiment chouette. Ouais. Ouais, puis le fait d'être plusieurs aussi, ça crée une dynamique de groupe, on va dire, un momentum, surtout s'ils sont dans la même optique que toi. Et puis, on se sent moins seul, quoi. Voilà. Ouais, ouais, c'est clair. C'est- Puis, tu sais, la pensée, c'est quelque chose de contagieux. Donc, Ouais, à d'autres pensées, d'autres personnes aussi, ça permet de voir d'autres angles de vue. On a Baptiste qui est ancien gymnaste, équipe de France quand il était jeune. On a Hugo qui est, lui, dans le nord de la France, en Alsace. Donc, ça permet d'avoir d'autres angles de vue sur les choses, quoi. ouais, ça c'est super enrichissant et je pense que c'est quelque chose d'unique qui commence à émerger maintenant avec l'avènement du coaching et de son développement, notamment dans le milieu francophone où avant on n'avait pas nécessairement ces organisations de coachs où tu as plusieurs coachs qui peuvent vraiment travailler ensemble. Comment est-ce que vous faites pour justement échanger les idées, brainstormer, travailler ensemble? Est-ce que vous avez des sessions dédiées, etc. Parle un petit peu du processus de réflexion au sein de EMF. Alors, physiquement, c'est-à-dire aujourd'hui, on a les bureaux à Nove, dans les Bouches-du-Rhône, à côté d'Avignon, où on est Théo, Jules et moi. Et 2 fois par semaine, on y passe la journée pour brainstormer, filmer des vidéos. Euh, Puis après, avec Hugo et Baptiste, on essaie de se voir tous les 3 4 mois. Baptiste, lui, il est sur Montpellier, donc à Mhm. 1 heure de chez nous, donc c'est plus facile pour lui de venir. Et sinon, après, on communique via les nouveaux moyens de communication que l'on a à notre disposition, WhatsApp. On se parle quasiment tous les jours. Euh, et puis du coup, le fait qu'on soit quatre coachs et qu'on ait des coachs qui soient dans des box géographiquement situés dans des endroits différents, ça nous permet aussi d'avoir des avis de leurs clients, des gens qu'eux ils croisent, qu'ils connaissent, des coachs qu'ils voient de leur région. Et du coup, ça nous permet d'avoir, on va dire, plus de richesse de pensée, si je puis dire. Est-ce qu'il y a des choses en particulier sur lesquelles toi, tu as changé d'avis ou tu as peut-être changé ton approche à la suite justement de ces conversations avec tes coachs, avec le groupe? Sur quoi, par exemple? Que ce soit sur l'entraînement, que ce soit sur le coaching, la planification, tout ce que tu fais au quotidien, qu'est-ce qui a changé le plus récemment de par cet échange entre les coachs?
Euh, Bah déjà, il y a eu le fait de devoir gérer des nouveaux coachs, entre guillemets. C'est plus la même chose dans le sens où avant, quand j'étais seul, j'avais moi, mes clients, et puis tout se faisait un peu comme ça, dans le sens où les feedbacks que j'avais de mes clients et les erreurs et les réussites me donnaient un feedback à moi-même pour après avoir une réflexion. Après, Jules est arrivé, plus jeune que moi, qui était encore à la fac, qui a fait son master. Donc, le fait qu'il fasse son master aussi, il a fait un mémoire sur le NIRS. Hmm. Donc, aussi, ça a permis aussi de apporter des nouvelles pensées, des nouvelles visions. Puis Théo nous a rejoint, qui lui n'est pas coach, et qui du coup, le fait qu'il ne soit pas coach, parce que des fois, quand on est coach, on est un peu tête dans le guidon, on donne beaucoup d'importance à, ben non, mais ce qui est important, c'est la qualité de la programmation ou la qualité, on va dire, du travail, dans le sens où ce qui prime en premier, c'est euh, quel cycle d'entraînement de squat ou quel cycle d'endurance c'est le meilleur. Et on va dire le coach qui choisit le meilleur est le meilleur coach. Et Théo, il est venu avec un peu cette vision de, ben non, en fait, il faut que les gens comprennent aussi, les gens qui ne sont pas coachs comprennent aussi que ce que vous faites et il faut leur donner envie. Et avec leur prisme de compréhension qui est un prisme de non-coach, de personne qui n'est pas coach. Et ça aussi, ça nous a permis de changer notre vision dans le sens où, avec Jules, on était là, on sort de STAPS, Jules, il a fait son master, moi, j'ai fait la licence avant lui, etc. Et nous, c'était vraiment, non, mais ce qui compte, c'est la programmation et on va dire la qualité du savoir que l'on a. Et Théo il nous a apporté un autre angle de vue sur ça du fait qu'il soit pas coach, du fait qu'il soit passionné sur la communication et le marketing, et puis qu'il vienne d'un monde totalement différent. Il a fait Sciences Po, enfin, c'est vraiment autre chose. Puis après, on a eu Baptiste et Hugo qui sont arrivés. Baptiste, ancien gymnaste équipe de France, et sur le coaching de la gym, vraiment, ça nous a... Tu sais, c'était vraiment la découverte de l'Amérique, tu vois. Hmm. Ah bon, c'est comme ça qu'on entraîne la gym, tu vois. Alors qu'en CrossFit, c'était quand même très limité jusqu'ici, dans le sens où dans le CrossFit, les CrossFitters avaient fait la démarche d'aller voir des coachs d'haltéro pour s'enrichir sur ça. Mais les coachs de gym, ça n'avait pas encore été fait. Ça commence à l'être. Et du coup, quand Baptiste est arrivé, bah, ça nous a pas mal ouvert l'esprit sur ça. Et voilà. Plus concrètement, tu arrives à nous donner un ou deux éléments sur lesquels tu as changé vis-à-vis de la gymnastique, justement, comme tu disais, avec ce que tu faisais ou ce que tu voyais être fait dans le CrossFit avant vis-à-vis de la gymnastique et la manière dont maintenant tu l'abordes avec cet œil, en guillemets, professionnel, avec l'expérience élite de ton coach. Alors déjà, la manière de s'entraîner et euh, d'avoir beaucoup de semi-techniques, entre guillemets, si je peux appeler ça des semi-techniques, mais des exercices qui sont pas dans le sport du CrossFit. Donc, toutes les variantes d'exercices. Euh, Par exemple, on a sorti une programmation Ring Muscle Up sur donc une programmation que tu achètes 6 semaines et c'est lui qui l'a écrite. Et déjà, le nombre d'exercices, que ce soit de renfort en statique, en isométrie, ou que ce soit pour travailler le mouvement technique du keeping, déjà, quand on a vu ça, il nous a apporté, on va dire, un champ lexical énorme. Ouais. Euh, Bah, des trucs bêtes, mais tu vois, faire euh, par exemple, en gymnastique, une fois par semaine ou 2 fois par semaine, ils font des séances qu'ils appellent de force, où ils font en fait des 10 fois 5 secondes d'isométrie sur des positions très dures à tenir. Hmm. Et ça, c'est quelque chose qu'on faisait pas en CrossFit. C'était soit tu fais du keeping, soit tu fais du strict. Il n'y a pas de isométrie sur des positions en ring support, en croix de fer ou en planche ou peu importe. Ça, le fait de parer, il part beaucoup en gym. Donc, un bon entraîneur gym, c'est un entraîneur qui part bien et qui sait parer ses athlètes. Ouais. Et le fait d'apprendre, moi, à parer ben, physiquement mes coachés sur l'apprentissage des muscle-up ou même sur même des athlètes qui savent faire des muscle-up, mais à qui il faut apprendre ben, d'autres aspects techniques pour qu'ils soient plus efficients. Le fait de parer, tout ça. Tout ça, vraiment, ça. Et puis le coaching du handstand aussi. Quand on le voit coacher le handstand, voilà, on voit que c'est autre chose sur l'échauffement sur les routines de gainage, sur la progression, comment amener un athlète de réussir contre le mur à être en handstand en gardant une position de holo, puis ensuite passer sur la marche sur les mains en gardant
la neutralité du bassin et en Mmh. utilisant que les jambes pour créer des équilibres et tout ça. Voilà, c'est vraiment un sport à part entière et un sport qui existe depuis 100 ans, donc il y a beaucoup de choses à apprendre. Est-ce que tu dirais que la manière dont tu entrevois la gymnastique maintenant, tu le fais avec peut-être plus de précision dans le sens où tu mets encore plus d'importance sur la technique que tu le faisais avant ou Ouais, pas nécessairement? ouais, ouais, bien sûr. Ouais? Bien sûr, même sur quelque chose de bête comme les strict HSPU, où on voit beaucoup d'athlètes qui ont des fois la mauvaise habitude de pousser, avoir une lordose lombaire qui apparaît, puis ensuite réengager. Mmh. Rien que ça, avec Baptiste, on avait fait un reel sur ça, sur des variantes pour travailler ça, avec par exemple en elevator, avec une pause à 90 degrés, puis ensuite repartir pour garder l'intégrité du tronc. Euh, sur les rope climb, le fait de travailler l'amplitude des brassées pour réduire le nombre de brassées sur les legless. Euh, la position de la tête sur les toes to bar, donc le fait de ne pas regarder sa barre et de garder la tête entre les épaules, le regard droit devant. Plein de petits détails qui sont des détails, mais qui sont très importants. Et oui, surtout sur ça. Ouais. Ouais, j'adore dès que je redécouvre ou que je découvre un nouveau sport pour la première fois, c'est vraiment un monde en fait que tu as dit la découverte de l'Amérique, c'est vraiment ça en fait. C'est un Ouais, monde que en fait tu avais aucune idée qu'il était là, où tu te disais: «Ouais, je comprends, ouais, je connais» et au final quand tu es lancé dedans, tu c'est tombes ça. dans la piscine et tu te dis: «Putain, c'est sans fond, c'est incroyable». Ah, ouais, c'est ça, c'est un nouveau monde. Hein. Moi, je me suis remis, entre guillemets, au cyclisme. J'en faisais un peu quand j'étais ado l'été. Et l'été dernier, je me suis dit, vas-y, je m'achète un vélo. Et du coup, forcément, ben, j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir tous les podcasts de cyclisme, les vidéos de coachs de cyclisme, beaucoup de vidéos de EF Education, EF Team Coaching, je sais pas si tu connais. Non? Donc la team de cyclisme EF Education qui fait le Tour de Ouais. France, etc. Ont lancé, et c'est un truc unique en cyclisme, un organisme de remote coaching et de trucs, et ils font plein de contenus éducatifs, etc. Et pareil, découverte d'un nouveau monde sur qu'est-ce qu'un dead spot, les positions en danseuse, les positions sur le vélo, euh, le fait de s'entraîner sur l'efficience de pédalage, sur la différence entre être sur une route plate ou sur une montée, une inclinaison, l'effet que ça a sur la qualité de pédalage. Le travail en cadence basse par rapport au le travail en cadence haute. Mmh. Tout ça, bah, j'ai redécouvert un nouveau monde, vraiment. Ouais, c'est super intéressant. Donc, la gymnastique, le vélo, est-ce qu'il y a d'autres disciplines desquelles tu as ouvert la boîte de Pandore récemment ou est-ce que c'est celle que tu as poussée le plus, on va dire, ces derniers temps? Moi, ces derniers temps, c'était ça. C'était ça, ouais. Si, quand même, la force athlétique avec mon coach de force, Tu bosses avec qui? avec Alexis de OPT, qui Ouais, était en top. fait avec moi. On était ensemble à l'université et il y a 2 ans, je lui ai demandé de me coacher sur la partie force de mon entraînement. Hmm. D'une part pour ben, justement me réouvrir à un nouveau monde et puis même pour avoir quelqu'un qui me suit parce que quand on coach beaucoup de monde, c'est dur de se coacher soi-même, c'est même impossible, je pense. Et bah, pareil, c'est un nouveau monde aussi. Un mouvement bête comme le squat, mais je sais que beaucoup de coachs de CrossFit ou d'athlètes de CrossFit pensent que ben, c'est bon, je sais faire du squat. J'ai appris à faire du squat dans ma box, les positions de base, etc. Mais en fait, il y a beaucoup de détails euh, sur lesquels on n'a pas trop accès encore dans le CrossFit. Et le fait d'avoir pris un coach de force spécialisé sur ça, sur l'optimisation, même sur la manière de programmer, ça m'a ouvert aussi un nouveau monde sur des trucs bêtes, mais comme le bracing. Tu vois, le bracing, bon, je pensais savoir ce que c'était, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. La position des coudes, la position de la barre sur la nuque, euh, l'engagement de la chaîne poste sur le début de la descente, le fait de la capacité d'accumuler bien la tension sur la descente. Donc, l'image qu'il m'avait donnée, c'était, ben, imagine que ton système musculo-tendineux, c'est un élastique Hmm. que tu cherches à étirer. Et si sur la descente, tu freines jusqu'à 90 degrés et à 90 degrés, tu te laisses tomber comme font beaucoup d'haltérophiles pour prendre un gros rebond, ben en fait, tu étires l'élastique à moitié au lieu de l'étirer jusqu'en bas. Les semi-techniques comme le pin squat, Hmm. plein de trucs comme ça, l'optimisation sur le deadlift, euh, ça m'a pas mal aidé aussi dans mon coaching sur ça. Et le fait de coacher aussi techniquement sur du squat et du deadlift, les gens s'y attendent pas quand je commence à les coacher. Et en fait, ils arrivent à de suite être. En fait, sur leur séance,
ils arrivent, grâce à ces tips techniques, à tirer beaucoup plus que ce qu'ils tiraient avant, en termes d'adaptation sur chaque séance. Ce qui ressort vraiment dans ces 3 mondes que tu as explorés ou réexplorés récemment, c'est l'aspect technique et Ouais. c'est à quel point, peu importe ton niveau et l'exemple que j'aime bien citer toujours, c'est les haltérophiles aux championnats du monde. Et ben, ça fait 20 ans qu'ils font de l'haltérophilie et même sur, leurs séances d'échauffement aux championnats du monde, leur coach, il leur donne des tips techniques encore. En gros, tu es jamais assez bon techniquement, mais ça, j'ai l'impression qu'on a tendance à l'oublier de temps en Mm. temps, hein. On se repose un petit peu sur ses lauriers, on se dit: «Non, là, c'est bon, je sais assez bien ramer, je sais assez bien faire mon squat, je sais assez bien faire mon chest to bar». Mais au final, dans un sport comme le CrossFit où l'efficience de mouvement est tellement, tellement importante et je dirais même que plus le niveau est élevé et plus c'est un des paramètres de performance importants, bah, voilà, on peut jamais, en fait, se reposer sur ses lauriers et la part technique doit toujours rester, extrêmement présente dans les entraînements. Mais tu l'as dit, c'est complètement ça. Surtout le CrossFit, qui est un sport bah, déjà très chronophage parce que beaucoup de mouvements, beaucoup de mondes différents. Et je prends l'exemple d'une fois, un pote m'avait envoyé la story de Adrian Mundweiler qui faisait du pin squat. Ouais. Alors j'adore hein, Adrian Mundweiler, très bon athlète, athlète niveau international. Il a déjà fait top 5 aux Games. Et son pin squat, il était techniquement pas bon Mmh. sur l'exécution. Et c'est pas pour blâmer, mais c'est pour illustrer que même au plus haut niveau, sur un truc bête comme du pin squat, pour tirer un max d'adaptation, ben en fait, il faut quelqu'un qui te dise, ou même de toi-même, mais bon, c'est très compliqué d'avoir ce recul, qui te dise, ben non, là, si tu veux sur ta séance tirer un max d'adaptation, pardon, ton pin squat, tu dois le faire de telle manière. Et c'est un truc bête comme le pin squat, c'est même pas un mouvement compétitif, hein, c'est un mouvement d'entraînement pour être meilleur au squat, pour être meilleur au clean, pour être meilleur en haltéro. Donc, c'est pour dire tout ce qu'il y a à voir en CrossFit. En fait, peu importe ce que tu fais, ramer, pédaler, faire des chests, faire des muscle-up, faire des pin squats, faire des deadlifts, tu peux toujours optimiser au maximum sur le mouvement. Et en fait, Mmh. il faut rester très, très coachable. C'est-à-dire que quand tu es un athlète, si tu veux vraiment progresser toute ta carrière athlétique, que tu sois amateur plus amateur professionnel, même s'il n'y en a pas beaucoup en France, ben en fait, tu dois toujours vouloir améliorer et rester coachable et être prêt à recevoir des correctifs techniques. Et au final, moi, je le vois sur mon remote coaching, les athlètes qui progressent le plus et qui progressent de manière, on va dire, euh, de manière, comment dire, qui progressent Régulière? régulière, tout à fait, merci, ben, c'est ceux qui restent coachables, en fait. Mmh. Ceux qui restent, c'est les plus coachables, ceux qui sont à l'écoute et qui sont prêts à vraiment faire ce que tu leur dis. Si aujourd'hui tu devais donner le top 3 des mouvements techniques les plus négligés en CrossFit, disons Ah, pour les compétiteurs intermédiaires, niveau quart qui souhaitent aller au semi, on va prendre, cette démographique-là. très bonne question, très bonne question. Euh, je dirais les mouvements qui sont peu coachés techniquement et qui font une grosse diff en CrossFit. Rameur, Mmh. burpee Mmh. et il est dur le troisième. Je mettrai pas un mouvement d'haltéro parce que l'haltéro est quand même très coaché Ouais, maintenant. Euh, allez là, je vais dire la gym suspendue. OK. Parle-nous un petit peu des burpees. Comment est-ce que tu approches techniquement un burpee? Où est-ce qu'on retrouve les plus grandes erreurs en général, sur ce mouvement? Alors, les plus grandes erreurs que moi j'ai vues, parce que alors le burpee, en fait, le problème du burpee, c'est que dans les salles de CrossFit, c'est bon ben tu te mets au sol et tu te relèves. Ouais, Alors que quand tu arrives dans une salle de CrossFit, un squat, c'est vraiment ok, ben tu mets tes pieds largeur d'épaule, les poings enfin, il y a vraiment tout un panel de tips techniques. ouais, Alors que le burpee, pas trop, tu vois. Et pourtant, on le voit beaucoup. Erreur numéro une, moi je dirais, c'est déjà l'intégrité du tronc sur la pompe, enfin sur la knee push-up. C'est une erreur technique qu'on voit beaucoup, l'espèce de sneaking burpee, tu vois, ouais. comme on disait au Canada quand j'y étais, où tu viens faire le serpent. Ça, euh, le conseil que je donne, moi, c'est quand vous vous jetez au sol,
poitrine en premier. Donc, vous dirigez votre poitrine en premier vers le sol. Et ensuite, quand vous faites votre push-up, vous faites vraiment une knee push-up en gardant le tronc le plus droit possible, le plus neutre possible, sans lordose exagérée. Ensuite, la deuxième erreur, c'est la capacité à changer de jambe. On voit beaucoup les gens Mmh. sur les bar facing burpee, je parle, ou même burpee box jump over, tourner toujours dans le même sens, donc tourner en rond. Et quand tu leur demandes de changer de côté, ils en sont incapables, ils sont perdus. Ça, c'est un truc sur les training camps qu'on fait, on prend vraiment 1 heure sur ça. Ouais. Et quand on leur demande, ben, tu leur dis, ben, tu vois la plate, cette plate-là, il va falloir que, peu importe le côté où tu es, tu tournes du côté de cette plate. Alors, il y a un côté, ils vont être très bons, sans problème, leur bon côté. Et dès qu'il faut faire l'autre jambe, oula, ils sont perdus, ils savent pas comment se relever, ils savent pas sur quelle jambe s'appuyer pour sauter, etc. Donc ça, être capable de changer de jambe sur chaque burpee. Et ensuite, le nombre de pas. Troisième truc, une fois que tu as ces deux choses-là, le nombre de pas, réduire au maximum le nombre de pas sur ton burpee quand tu te relèves et quand tu sautes. Mmh. Il y en a qui font des pas des fois un peu inutiles, donc qui piétinent un petit peu avant de sauter. Il y en a qui, après leur saut, sont obligés de refaire un demi-tour, alors que quand tu regardes, ben, l'exemple qu'on avait pris une fois, on avait fait un Reeds, on avait pris Sexton Penchick et Medeiros sur le WOD Deadlift Burpee. Je sais pas si tu te rappelles de celui-là aux Open. Mmh. Mmh. C'était 2022, 22.2. On voit Medeiros sur son saut faire sur le saut faire un demi-tour et atterrir un pied de chaque côté de la ligne standard. Et Sexton Penchick arriver de profil et devoir faire un demi-pas. Ouais. Et juste ça a fait 1 minute de différence entre les deux athlètes. Parce que sur 100 burpees, ça fait 100 pas de plus, en fait. Ouais, c'est ça. C'est incroyable quand tu regardes à haut niveau maintenant, la différence au niveau des temps de transition et c'est comme tu as dit, ces petits détails-là auxquels on pense pas et rien que sur le burpee, tu as pu nous donner 3 points d'amélioration déjà, qui paraissent logiques quand tu y penses. Mais comme tu l'as dit avant, de prime abord, tu regardes le burpee, tu te poses pas autant de questions que ça en général. Ça. En général, tu te dis: «Putain, ça va faire mal, j'y vais», mais il y a pas cette réflexion technique derrière de comment je peux améliorer mon exécution parce que je sais que ça va m'aider sur le long terme. Mm. C'est ça, hein. Puis tu prends un athlète qui, sur 100 burpees, met 3 secondes et un athlète qui met 3 secondes et 2 dixièmes. Au final, sur 100 burpees, ça fait pas mal de temps quand même, tu vois. Et je Mmh. pense que c'est un peu l'avenir dans le CrossFit compétitif, c'est les burpees seront toujours là, les DU seront toujours là, les box jumps seront toujours là, les wall balls seront toujours là, les thrusters aussi, les snatch aussi. Maintenant, ce qui va faire la diff, c'est ceux qui arrivent à optimiser le mieux chaque mouvement pour gagner ces dixièmes à chaque fois sur chaque répétition. Et ceux-là auront un avantage. Et dans l'exploration de ça, si vous êtes coach, le conseil que je donne, ou athlète, c'est ne faites pas comme les autres, dans le sens où si vous faites comme les autres, vous avez déjà un temps de retard. C'est-à-dire que c'est à vous d'explorer un petit peu, vous ou votre coach, d'explorer un petit peu des nouveaux trucs où vous pouvez gratter du temps pour avoir cet avantage compétitif sur les autres. Ça me fait penser à un truc en marketing qu'on m'avait dit il y a très, très longtemps. C'est que si tu vois des gens qui copient tes posts sur les réseaux, c'est bon signe et Ouais. c'est le jour où ils arrêtent de te copier qu'il faut te faire du souci parce que comme tu l'as dit, ben, une fois qu'ils sont plus en train de te copier, ils ont peut-être un cran d'avance ou ils sont peut-être en parallèle avec toi. Tu as parlé de l'importance technique de la gym suspendue sur ce niveau intermédiaire compétitif. Qu'est-ce qui pêche en général à ce niveau-là sur les compétiteurs au niveau de la gym suspendue? Euh, ah ben encore des détails, hein. Des détails bêtes, mais tu vois, sur les chest to bar, le standard, c'est clavicule et sternum. Mmh. Essayez de frotter le plus haut possible. Chose tout bête, mais sur 100 répétitions, à chaque fois 5 centimètres sur chaque répétition, sur 100 répétitions, ça fait pas mal de mètres parcourus en plus par rapport à quelqu'un qui frotte vraiment sous la clavicule. Mmh. Euh, ça peut être sur les chests. Sur les toast to bar, on a parlé tout à l'heure du regard. Euh, Pourquoi c'est mieux de garder la tête, on va dire neutre plutôt que de regarder vers le haut comme beaucoup font? on va être plus fort sur le press back en fait. OK. Le fait de ne pas regarder la barre et de ne pas avoir de lordose cervicale au niveau du press back, ça va nous permettre de une sur la compression du toast to bar, euh, plus facilement créer la position de compression. Quand on regarde un gymnaste faire Mmh. des mouvements de compression au sol, sur du travail au sol, etc., on a une légère syphose, une légère flexion cervicale. Mmh.
avoir une position, on va dire, de compression plus forte, plus efficace. Et puis aussi, sur le mouvement d'antépulsion du press back aussi, être un peu mieux. Et avoir OK. un recrutement du dentelé scapulaire meilleur. Mmh. Et la largeur des mains aussi, on voit beaucoup des gens faire des toes to bar avec les mains trop larges. C'est pas la même largeur entre des chests et des toes to bar. Sur des chests, on a besoin d'avoir une certaine extension thoracique pour pouvoir frotter. Sur les toes to bar, au contraire, on cherche à compresser, donc resserrer. On peut avoir aussi, qu'est-ce que je peux prendre d'autre comme exemple sur la gym suspendue? Sur les barres, pardon, sur les barres muscle-up, pareil, là, c'est pas du tout la même prise que sur les chest to bar. L'amplitude aussi du front swing et surtout du front swing quand on crée la position de arc. Donc, il y a des athlètes, des fois, qui la font un peu trop courte. Euh, quoi d'autre? Le timing aussi sur le passage et sur l'extension de hanche. Euh, Qu'est-ce que je peux citer? Il y en a tellement. Ouais, je pense que ça illustre vraiment ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Faut il faut vraiment pas négliger les détails Non. et plus tu peux prendre conscience tôt de ces différents éléments techniques sur lesquels tu dois travailler et en gros, plus ta progression qui est toute, écrite, on va dire, devant toi et après ça prend des années pour les maîtriser au plus haut niveau, mais le fait est que c'est pas sorcier. On sait ce qu'il faut travailler et on sait qu'il faut se pencher sur ce niveau de détail. Tu as parlé du rameur aussi, je te rejoins complètement là-dessus. Comment est-ce que toi tu coacherais le rameur? Quels sont les points principaux, que tu mettrais en avant pour que les gens puissent améliorer leur mouvement sur le rameur? Alors, je sais que Concept 2, à un moment donné, apprenait à pas lever les talons sur la flexion de genou et quand on va chercher loin devant. Jules, lui, il me dit qu'il a fait de l'aviron, hein, qui a fait équipe de France junior. Il avait fait sur 2 kilomètres ergo, à 17 ans, il avait fait 6,26, Mmh. ce qui est très costaud. Mmh mh. Ça lui avait permis de rentrer en équipe de France enfin, sur des stages. Et lui, il me dit, en fait, non, tu cherches à faire en sorte que ton mouvement soit long, parce qu'en aviron, ben, ceux qui ont plus d'amplitude ont l'avantage. Donc, tu es obligé, sur la dernière portion, pour aller gratter des centimètres, de lever les talons. Ça, la trajectoire de la rame la plus horizontale possible. Des fois, on Mmh. voit des crossfitters, même des gens leur ramer, où la rame, tu vois qu'elle fait une trajectoire, surtout au moment du passage des genoux. Ouais. Ouais, l'espèce de trajectoire, c'est comme un snatch, hein. Plus la trajectoire est droite, plus vous êtes efficace. Sur le timing au moment d'attraper la roue, quand on va chercher devant, il faut vraiment que quand on attrape la roue, ce soit le bon timing où on l'entend ralentir un petit peu pour l'attraper au bon moment. Si on l'attrape au moment où elle est encore en train de tourner vite, ben en fait, vous allez juste perdre de l'énergie parce que vous allez forcer pour rien, elle est déjà en train de tourner. Donc attendre qu'elle ralentisse un petit peu pour la rattraper et la relancer. L'accélération progressive, donc au Mmh. moment où vous rattrapez la roue, au lieu de pousser fort d'un coup, c'est comme sur un snatch. Si sur la position de départ, vous tirez fort d'un coup, vous n'aurez plus d'accélération après arriver au genou ou à mi-tibia. Ça, autre erreur qu'on voit beaucoup en CrossFit, c'est au moment de finir le mouvement, on les voit tirer fort sur les bras et avancer la tête, alors qu'au contraire, il faut chercher à se pencher légèrement. Et on va dire la fin du mouvement, je cherche juste à rajouter quelques centimètres d'amplitude. Il n'y a pas besoin de venir tirer un coup sec, ça doit vraiment être accélération progressive. Lorsque j'ai mes genoux à 90 degrés, c'est là où j'ai mon peak power, c'est-à-dire mon pic de puissance quand je pousse dans mes jambes. Et la dernière portion, c'est juste, je vais ramener mes bras pour rajouter quelques centimètres au mouvement. Pas besoin d'aller jusqu'au menton, ça on le voit aussi. Parce qu'après, vous ne créez pas plus de vitesse ni plus de force. Euh, Quoi d'autre? Bien utiliser ses jambes aussi sur la poussée, parce qu'on en Mmh. voit beaucoup qui font beaucoup en dos. Ouais. Euh, je pense qu'on a. Après, évidemment, le truc bête, mais entraînez-vous à varier les dampers. Mmh. Vous pouvez faire des séances de fractionnés avec des dampers 10 pour travailler sur votre puissance. C'est comme du travail de cadence basse au vélo, hein. C'est un peu de la force Mmh. spécifique. Du travail avec damper bas pour travailler aussi sur votre capacité à créer de la fréquence. Euh, et puis aussi,
pour vous permettre aussi de savoir sur quel damper vous êtes le plus efficace aussi. Ouais, ouais, comme tu l'as dit et tu l'as mentionné plusieurs fois, il y a énormément de parallèles entre l'haltéro et le rameur. Oui. Mm. Euh, et ce qui aide pas mal, je trouve, avec les crossfitters, parce qu'en général, quand tu prends un langage d'haltéro, ils comprennent. Ce qui fait que c'est facile à retranscrire sur le rameur, mais il s'était pas rendu compte que tu pouvais mettre les mêmes choses en place, comme tu as dit, pousser avec les jambes, garder l'angle du tronc pendant un moment avant d'ouvrir, pas tirer avec les bras trop tôt, etc., etc. C'est tout des principes au final sur ce pattern, parce que c'est pas le même mouvement, mais c'est un pattern qui se ressemble beaucoup. Et c'est peut-être quelque chose d'intéressant dans le CrossFit aussi, c'est que justement on a tous ces patterns qui se ressemblent, ce qui fait qu'on peut commencer à tirer des idées générales sur bah, il y a des points communs entre un thruster et un wall ball. Il y a des points communs entre un arraché et un mouvement de rameur. Et c'est assez intéressant, je pense, d'un point de vue planification aussi, de comment tu vas arranger ces différents patterns ensemble. Ah oui, clairement, hein. Bien sûr, bien sûr. Et c'est quelque chose d'observable, hein. Moi, j'ai Jules qui a fait de l'aviron pendant 8 ans et un autre athlète qu'on a, c'est Mathis, qui a fait aussi de l'aviron longtemps. Les deux sont très bons au snatch. Mais c'est n'importe quel ancien rameur qui se met au CrossFit est bon au snatch, vraiment. Et oui, c'est en termes de planification, et c'est à prendre en compte quand on crée des séances d'associer ou d'intégrer, dans le sens où, tu sais comme moi, quand on planifie des séances, des moments de saison off où on va dissocier un peu le travail énergétique, le travail sur ergo, le travail de force, d'haltéro, Mm. etc. Au moment de la saison où on va réintégrer les metcon, etc., tu sais que si tu as mis 100 thrusters dans la semaine, tu vas pas remettre 150 wall ball. Tu as fait le parallèle entre thruster et wall ball. Euh, et en général, c'est rare de voir un athlète pas bon au wall ball qui soit bon au thruster et inversement. Et pour entraîner l'un et l'autre, il y a un croisement entre les deux. C'est-à-dire qu'un athlète qui a besoin de travailler ses wall ball et qui veut devenir bon wall ball parce que c'est quelque chose où il a du mal, évidemment, on peut faire travailler ses wall balls, etc. Mais aussi, on peut y mettre des variantes de thruster avec la dumbbell, avec la barre, dans ces séances-là pour, on va dire, comment dire, plus tu explores des dimensions du mouvement. C'est comme tout à l'heure, on parlait de gym. Si tu apprends un athlète à faire des triple touch, des pullovers et des mouvements qui sont pas forcément des mouvements de gym, un peu comme des ice cream makers ou des trucs comme ça, qui sont pas forcément testés en CrossFit, si déjà ils apprennent à les faire, le fait d'avoir exploré les différentes dimensions du mouvement, quand ils vont revenir sur les barres muscle-up, ils vont être beaucoup plus à l'aise. Mm. Et pareil en haltéro, tu prends un CrossFitter, tu veux lui faire travailler son snatch, tu lui fais faire des no-fit snatch, des snatch no contact, des no hook grip snatch, des snatch prise hybride, etc. Lorsqu'il revient sur son snatch, le fait d'avoir exploré différentes dimensions du mouvement, techniquement parlant, sa palette technique sera plus élargie et il sera plus à l'aise. Ben, c'est un peu la même logique. Sur les mouvements qui ont les mêmes patterns, wall ball, ok, tu veux travailler tes wall ball, ben on va les travailler à 6 kilos sur des très longues séries, à 9 kilos sur des séries moyennes, à 14 kilos sur des séries plus courtes, des dumbbell thrusters, des kettlebell thrusters. Et le but, c'est que ta palette technique soit la plus large possible pour être à l'aise après sur tous les mouvements, en fait. Ah, c'est intéressant comme approche. C'est intéressant comme approche avec vraiment cette base, cette fondation en fait technique qui va être large pour ensuite aller vers le haut quand tu veux pousser la performance sur un mouvement. Mais tu commences avec cette fondation, comme on peut le voir sur d'autres mouvements, sur l'endurance, etc. On forme la base et après on peut faire pousser la pyramide vers le haut. C'est ça, et en fait, le fait de, sur le développement physiologique, comme tu dis, créer la base avec les ergots, etc. Après, quand on va intégrer des mouvements de CrossFit, ça va être du travail d'économie de course, en fait. Ça va être du travail de mettre au service du mouvement la base physiologique que tu as créée avant. Et l'économie de course, c'est un des facteurs de la performance. Ouais. Et ce travail-là, il va servir à ça, en fait. Ouais, et comme tu le dis, l'économie de course, facteur de performance dans l'endurance, c'est plus c'est long et plus c'est important. Mm, Et je dirais que dans un sport technique comme le CrossFit, on l'a dit, hein, à toute chose égale, ce que j'aime bien dire, c'est que dans le CrossFit, à tout paramètre égaux, force égale, skill égal, etc., c'est celui ou celle qui tient le rythme le plus élevé pendant le plus longtemps qui va gagner. mm. Euh, et maintenant, si on le prend dans l'autre sens, ben forcément,
à toute autre chose égale, c'est celui ou celle qui dépense le moins d'énergie sur chaque Ah, répétition c'est exactement. qui va avoir les plus grandes chances de justement pousser ce rythme jusqu'au bout. Et j'adore que tu fasses le parallèle avec l'économie de course parce que c'était exactement là où j'allais aller avec ma prochaine question. Parce que c'est ça, en fait, c'est plus tu fais le mouvement et plus il devient économe. C'est pas plus compliqué que ça, en gros. C'est vraiment un jeu de volume, c'est de l'accumulation de travail de qualité qui va faire que sur des mois et des années, ben, un thruster te coûte X% de moins d'énergie que ce qu'il a fait auparavant. Et ça te permet ben, de pousser le rythme un petit peu plus ou d'être un petit peu plus frais pour le mouvement suivant, etc. C'est ça, tout à fait. Et puis c'est un truc qui est dans... Il suffit de lire le guide du Level 1 d'il y a 10 ans, on parle déjà de... C'est quoi le mot qu'ils utilisent? Virtuosité? Mm. Virtuosité. Virtuosité, c'est bien ça. Euh, Évidemment, il faut être toujours dans la recherche de la virtuosité. Alors après, ils en parlent dans le guide du Level 1 et dans le Level 1 quand tu le passes. Mais alors après, forcément, c'est un week-end et c'est juste un guide. Mais ce qui est dommage, c'est que c'est pas assez développé, je trouve, sur ça. Après, bon, évidemment, c'est à nous aussi, les coachs, de faire notre petit travail de recherche de notre côté. Mais oui, clairement, il ne s'agit pas de juste faire un thruster et de... Parce que se faire mal, tout le monde est capable de se faire mal. Sur de la programmation, tout le monde est capable d'écrire des WOD difficiles. Tout le monde est capable d'écrire des WOD avec un volume cohérent, une intensité cohérente. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est quelle consigne technique, quelle correction technique, quelle intention. Tout ça fait une différence en plus de juste... parce que si tu prends le niveau inter, que ce soit quarter-final, semi-final, tu prends leur semaine d'entraînement, ils vont tous faire une centaine une 500, 150 flexions, des thrusters, des wall balls, des box jumps, des burpees, ils vont tous faire plus ou moins un volume égal. Maintenant, ce qui va faire la diff, c'est qui a l'intention, la meilleure intention, et qui cherche la meilleure économie de course. Et qui, dans ces séances, va vraiment chercher le détail qui fait la diff. Je me permets d'interrompre cet épisode pour te dire que si tu souhaites progresser en cardio, devenir plus endurant, mieux récupérer sans nécessairement t'entraîner plus dur, je t'ai préparé une mini formation en 4 vidéos pour t'expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur les zones d'entraînement et comment les appliquer dans ton quotidien. Clique sur le lien dans la description pour accéder gratuitement à cette formation. Parle de ça un petit peu plus. J'aime le mot intention. Parce qu'il y a ce qui est écrit sur le papier et après, il y a comment toi, tu l'exécutes en pratique. Qu'est-ce qui fait la différence entre juste faire le programme et l'exécuter de manière optimale, d'après toi? Euh, Alors, n'importe qui peut écrire 3 fois 20 minutes bike erg à 90% de ta FTP ou de ta vitesse critique. Maintenant, euh, sur 10 athlètes qui vont exécuter la séance, peut-être, alors je dis un chiffre comme ça, mais c'est pour illustrer mes propos, peut-être que tu vas en avoir 4, 5 qui vont vraiment mettre une intention de euh, contrôle de sa respiration ou écouter sa respiration, voir sur quelle cadence ils sont le plus économes, voir sur quel damper ils sont le plus à l'aise. Et ça, c'est quelque chose qui fait une différence, je pense, parce que celui qui va être dans cette intention-là, il va aller chercher le détail et explorer toutes les dimensions. Et aussi, cognitivement parlant, il va être beaucoup plus présent dans sa séance que celui qui l'exécute pour l'exécuter. Voilà, et moi je le vois quand j'écris des séances avec, par exemple, une séance de snatch, avec des waves, des triplés, des doublés, entre l'athlète qui va chercher à, sur ses charges sous-maximales, ses triplés, ses doublés à 80, 85%, 70%, 75%, il va chercher à, sur chaque série, hum, le but c'est de lui donner une consigne technique sur laquelle il va se concentrer sur cette séance-là, et sur chaque série, il va se concentrer sur cette consigne-là. Tester, si par exemple c'est sur la position de départ, tester des positions de pieds différentes, tester ressenti de placement différents, tester euh, une position des coudes, une position des pointes de pied, une position des épaules par rapport à la barre différente. Et il y en a d'autres, bah, alors, il y en a certains qui d'eux-mêmes vont chercher cette intention, il y en a d'autres à qui il faut leur donner. Mm. Si tu ne leur donnes pas, ils vont juste faire la séance et puis
pas avoir trop de feedback, bah, ça y est, je l'ai fait, ça y est, je passe à la suite. Et ça fait vraiment une diff sur la progression. Surtout sur 5 ans, 10 ans d'entraînement, ça fait vraiment une différence. Ouais, comme tu le dis, et le fait d'être vraiment présent, mentalement dans toutes tes répétitions, en fait, c'est ça. C'est ça. Et je me souviens quand je faisais du rameur indoor, hem, je comptais toujours mes répétitions jusqu'à 10. Je comptais 10 coups et après je recommençais à 1 et je comptais à 10. Et sur chaque segment de 10 coups, et ben, j'avais un focus technique sur lequel sur lequel je mettais mon intention. Et Mmh. ça, c'était la seule chose à laquelle je pensais pendant, parce que ça fait mal, ça on le sait, et ça fait partie de l'aventure. Mais vraiment se focaliser sur, OK, là, c'est garder les bras relâchés au catch. Là, c'est être bien explosif, dynamique sur mon ouverture de hanche. Là, c'est pousser fort avec les jambes dès le début. Mmh. Et juste le fait de toujours être en fait dans ce paradigme technique, et ça t'aide, surtout quand ça fait mal, ça t'aide à rester présent, à rester concentré parce que, ouais, si tu penses juste à quel point ça fait mal, ce sera peut-être plus dur de tenir le cap que si tu es simplement en train de te concentrer sur la qualité et l'intention que tu mets dans ton mouvement. Beh, évidemment, déjà, il y a le progrès technique qui est recherché et puis il y a aussi, le dialogue interne. Surtout quand ça fait mal. Heu, Si je te dis de pas penser à un éléphant, tu vas penser à un éléphant et si tu te dis: «Ah non, ça fait pas mal», ben, en fait, si, ça va faire mal. Alors que si tu remplaces, on va dire, ce dialogue interne par, autre chose, donc ça va être là la consigne technique ou le focus sur, une intention, ben, forcément, ça va faire moins mal puisque tu es concentré cognitivement, ton attention est focalisée sur autre chose que juste la sensation physique et la douleur physique. Et les coachs, je pense que le conseil que je peux donner sur ça, c'est, hem, travailler sur ça, sur vos capacités à donner des consignes et n'en donnez pas trop à la fois. C'est-à-dire que des fois, sur un cycle de snatch, un bloc de snatch, ça va être 3 semaines la même consigne jusqu'à ce que ça soit bien rentré et bien intégré. Mmh. Jusqu'à ce que 80-90 des reps, la consigne soit respectée. Ça peut être 3, 4 séances, 5 séances, 6 séances des fois. Et ensuite, rajouter une autre consigne. Et un peu faire des couches, faire un millefeuille comme ça. Donc une première consigne. En général, je prends l'exemple du snatch, ben, ça va être sur d'abord une consigne sur quelque chose, parce que sur l'haltéro, il y a toujours un ordre à respecter. Donc si ta position de départ est pas bonne, le reste du mouvement peut pas être bon, puisque ta position de départ était pas bonne dans l'ordre chronologique du mouvement. Donc on va peut-être commencer par ça. Ensuite, si ta position de départ est bonne, mais que ton passage des genoux, tu es trop loin de la barre, ben ensuite on va faire ça et ainsi de suite. Et il y a une hiérarchie à respecter sur la manière de donner les consignes et c'est pareil sur le rameur. Si déjà ta position du tronc, tu es avachi, tu vas avoir du mal à faire un bon mouvement, donc déjà se concentrer sur ça. Heu, Si, tu as tendance à, quand tu vas chercher sur ton catch, d'un coup tirer trop fort, ben, la suite du mouvement ensuite, elle peut pas être bonne, donc se concentrer sur ça et cetera et cetera. Quelle est ta perspective là-dessus, vis-à-vis de la variation? La variation de mouvement, la variation d'entraînement. Hem, j'ai l'impression, et je veux pas généraliser, mais qu'il y a une partie des pratiquants qui font de la variation pour la variation, presque Ouais. juste pour le fait de l'effet de dopamine que tu as parce que tu fais un truc qui est nouveau et du coup c'est chouette. Hem Comment est-ce que tu vois ce paramètre-là évoluer, chez les pratiquants, on va dire loisirs, chez les compétiteurs? J'ai quand même l'impression que ces dernières années, surtout dans les cercles compétitifs, on tend à comprendre que la monotonie à l'entraînement, c'est pas la fin du monde et que des fois même c'est nécessaire selon ce que tu essaies de travailler et que tu peux pas juste toujours avoir de la nouveauté pour avoir de la nouveauté. Heu, Comment tu vois la chose toi sur les dernières années et sur le CrossFit en général? Mmh. Je pense que c'est assez intégré, pour le coup, pour les compétiteurs, c'est assez intégré le fait que, ben, pour progresser sur du squat ou du snatch, il faut des blocs de travail avec, chaque bloc de travail une intention et une priorité. Pareil pour la gym, pareil pour, plein d'autres trucs. Il y a des moments de l'année où tu vas faire plus de strict lesté, d'autres mouvements que tu vas faire plus de keeping butterfly, des mouvements que tu vas l'intégrer dans des WOD et cetera et que des fois pendant 3-4 semaines, tu vas faire une même progression. Après ça dépend aussi, moi qui suis remote coach et qui ai pas mal d'athlètes en individualisé, ça dépend aussi des tempéraments. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des athlètes il y a des athlètes, tu peux leur mettre, heu, semaine 1, 10 fois 500 au rameur, semaine 2, 8 fois 750 ou 6 fois 750.
semaine 3, 5 fois 1000, il n'y a aucun problème, ils vont y aller et d'une semaine à une autre, ils vont être motivés parce qu'ils veulent faire mieux que la semaine d'avant. Et il y en a d'autres, de par leur tempérament, on va dire, je ne sais pas trop si c'est quelque chose de... si c'est en rapport avec la personnalité ou avec le mouvement, des fois. Parce Mm. qu'il y en a certains qui vont pas avoir de problème d'avoir de la monotonie sur un mouvement, mais qui vont avoir besoin de variation sur l'autre. Mais il y en a d'autres qui vont avoir besoin de petites variations. Donc, la semaine 1, ils vont faire 10 fois 500. La semaine 2, il va falloir leur mettre quelque chose de différent. Mais c'est au rôle du coach de réussir à l'amener là où il veut, sans rentrer dans le conflit, en cédant peut-être un petit peu des fois, mais en l'amenant quand même là où on veut. Tu vois? Et des fois, il ne faut pas hésiter à... OK, si sur ce bloc-là, les priorités, c'est gagner sur le squat, gagner sur le 2000 mètres hammer et gagner sur les chests. OK, on va mettre des variations, des progressions monotones sur ces priorités-là. Par contre, sur les autres trucs, on va mettre pas mal de variations, alors que Mm. sur le reste, on est monotone, pour pouvoir leur permettre de psychologiquement souffler, entre guillemets. Parce que certains, si on leur met que de la progression sur tout, bah, ils ont du mal après psychologiquement. Il y en a qui s'entraînent 2 fois par jour, 1 heure et demie. Donc, ils ont besoin de certains entraînements, avoir un peu cette dopamine, comme tu dis. Et il y en a d'autres. Moi, par exemple, je coach un marin-pompier, donc un militaire. Ah, lui, par exemple, de par sa personnalité, son tempérament, tu peux lui mettre que des progressions monotones. Il va le faire, il va rien dire. Et je pense que tu as dit juste avant, c'est vraiment une clé de voûte du coaching. Et je dirais que plus les années avancent dans ma pratique en tant que coach, et plus ça prend de l'importance et ça prend de l'ampleur, c'est, comme tu l'as très très bien dit, il y a ce qui est optimal, ce qui est idéal d'un point de vue planification, adaptation, etc. Mais après, il y a ce que l'athlète, ce que le sportif va faire. Il y a le monde réel. Et et ça, c'est la variable en fait. C'est la variable. Et tu peux être le meilleur coach du monde, tu peux avoir tous les concepts, les principes en tête, tu peux avoir la planification parfaite. Si tu n'es pas capable de faire en sorte d'avoir le buy-in du sportif, de l'athlète, et qu'ils exécutent le programme avec l'intention que toi, tu y avais placé au départ, eh ben, on va être à côté de la plaque. Donc, parfois, comme tu as dit, il faut savoir céder. Et ça, c'est quelque chose que j'avais beaucoup de peine à faire en tant que jeune coach. Euh, Aujourd'hui, il y a des jours où j'arrive et c'est bon, t'as envie de faire quoi? Non, mais c'est Parce ça. que, et je dirais que plus le niveau de l'athlète est élevé, et plus ils savent en fait ce dont ils ont besoin. Et nous, plus on prend le rôle de guide. Mais je dirais que j'ai l'impression, en tout cas, encore une fois, comme tu l'as dit, ça va dépendre des personnalités. Certains ont besoin de quelque chose d'extrêmement carré, même s'ils sont à un très haut niveau, d'avoir toutes les répétitions, toutes les séries, etc. Mais en tout cas, ce que je vois dans ma pratique, c'est que plus le niveau du sportif est élevé et plus ils ont besoin d'un guide en fait qui les oriente sur les réflexions globales de la planification, de la structure des semaines, de leur récupération et des progressions, mais moins nécessairement sur la minutie de il faut faire 5 répétitions plutôt que 7, il faut faire 3 séries plutôt que 4, parce que ça, instinctivement, ils l'ont compris avec les milliers d'heures d'entraînement et ils arrivent à l'intégrer eux-mêmes. Est-ce que tu retrouves ça aussi dans ta pratique? Ouais, bien sûr. Un truc qu'on nous avait appris à la fac, c'est tu peux avoir un athlète A, un athlète B, leur mettre le même input et avoir deux outputs totalement différents. Mhm. Parce qu'en fait, ce sont deux êtres humains différents avec une histoire différente, un vécu différent. Et du coup, quand tu leur mets le input, ce qui se passe à l'intérieur, ça peut être totalement différent. Et du coup, c'est au coach de être capable de s'ajuster par rapport à ça. Mhm. Donc, par exemple, un athlète, tu vas lui mettre un 10 fois 500. L'autre, tu veux travailler peut-être la même chose, le même seuil, le même stimuli physiologique. Mais il va falloir trouver un moyen, peut-être, parce que le 10 fois 500, ben, quand il voit écrit sur sa prog, il souffle. Juste pour ça, il va avoir un output différent de l'autre athlète qui se dit, bah, OK, 10 fois 500, il faut que je tienne tel pace, j'y vais et je me file et je mets la main dans le brasier. Alors que l'autre se dit, franchement, 10 fois 500, c'est long et tout. Bah, du coup, cet athlète-là, on va lui mettre un autre input. Pour que l'output soit le bon, on va lui mettre un autre input. Mhm. Et plus la palette du coach est large, plus il sera capable de s'adapter. Mais ça, après, c'est des années de coaching. Si vous êtes jeune coach et que vous commencez, coachez et ça viendra. Ça viendra là.
Là, c'est plus qui a fait le plus d'années de fac. Là, c'est qui a fait le plus d'années de coaching et qui a coaché le plus d'athlètes. Euh, Par rapport à ça, on voit beaucoup ces temps-ci des jeunes coachs qui sortent, qui sont fraîchement diplômés, qui ont peut-être même parfois, qui n'ont même peut-être jamais coaché sur le terrain et qui veulent se lancer dans la programmation à distance. Quelle est ta perspective sur l'importance de la pratique de terrain en tant que coach pour ensuite pouvoir être compétent ou en tout cas euh, travailler de manière cohérente en distanciel? Alors, le désavantage du distanciel, c'est que il y a un temps de latence entre la séance de l'athlète et le feedback donné au coach. C'est-à-dire que l'athlète va faire la séance écrite, il va la faire, il n'aura pas de feedback direct parce que le coach n'est pas là et à distance. Il va faire son feedback au coach, que ce soit vidéo, écrit ou les deux. Puis ensuite, le coach va observer et lui donner le feedback qui sera mis en place dans la séance d'après. Ça, c'est le désavantage par rapport au coaching présent, physique, où directement on voit l'athlète faire et on peut directement lui donner le feedback pour la série d'après. Et je pense que quand on est jeune coach, la problématique qui va se présenter, ça va être d'accumuler un maximum de connaissances et d'expériences vicariantes ou d'expériences tout court pour avoir, on va dire, la boîte à outils la plus large possible. Parce que, en fait, plus vous avez d'expérience et plus vous avez fait face à des situations, plus vous avez des outils pour faire face à des prochaines situations. C'est un peu ce qu'on m'apprenait, moi, en déterminant cognitif de l'entraînement. C'était la différence entre des basketteurs confirmés et des basketteurs débutants. Les basketteurs confirmés, en fait, ils ont tellement vécu de situations à travers les heures de match qu'ils vont être capables d'anticiper plus rapidement parce qu'ils ont vécu plus d'expérience, ils ont eu plus de retours et du coup, ils sont capables de répondre à plus de situations. Ben là, c'est pareil pour les coachs. Si vous êtes présent physiquement, vous aurez fait face plus rapidement, parce que le feedback est direct par rapport au coaching à distance, à des situations différentes et vous serez capable de vous adapter. N'hésitez pas à aller voir d'autres professionnels. Parce que c'était un livre, je ne sais plus comment s'appelait l'auteur. Le nom du livre, c'était euh, Become Professional ou The Professional, je ne sais plus. Ok. Et il fait une liste de ce que le professionnel avait. Et dans la liste, il y avait le professionnel. N'hésite pas à aller voir d'autres professionnels. Et c'est ça, n'hésitez pas à aller voir des coachs qui ont coaché un peu plus que vous, leur demander, ben, toi, quand tu as fait face à telle situation, comment tu as fait, etc. Parce que nous, on est la première génération de coachs au final. Le CrossFit en France ou en Suisse, je ne sais pas quand est-ce qu'il a apparu en Suisse, mais en France, première box de CrossFit, je crois que c'est 2012, Hmm. 2011. Donc on est un peu la première génération. Et moi, je me rappelle, la palette technique disponible pour coacher des bar muscle-up à quelqu'un qui ne savait pas faire des bar muscle-up, c'était soit tu fais à l'élastique, ce qui est pas ouf en vrai, soit tu sais les faire et tant mieux pour toi, tu vois. Et donc, mais vraiment, c'était C'est ça. vrai. Et du coup, maintenant, ça a vachement changé. Aujourd'hui, je vois des stories des jeunes coachs qui partent, c'est bien, ça a évolué, qui partent, qui donnent des semi-techniques avec la boxe ou en départ d'en haut, etc. Du coup, si vous êtes jeune coach, votre palette technique est très réduite, allez voir d'autres coachs qui ont fait face à des situations avant vous. Et coacher aussi physiquement pour mettre en place ces outils techniques qu'on vous a donnés. Et je pense aussi que c'est là où on va avoir la plus grande plus-value en tant que coach dans les années à venir, les décennies à venir, avec l'avènement de la technologie. Parce qu'un bon programme, au final, c'est quelques principes et un bon algorithme, il peut le faire assez facilement. Mais donc, au final, être un très bon programmateur, oui, c'est important. Mais avec l'avènement de la technologie, je pense que d'être un très, très bon coach, un très bon communicateur et de pouvoir accompagner ces personnes en personne, en présentiel, c'est là où on va pouvoir vraiment se différencier en fait de la masse ou ouais, des algos qui vont pouvoir nous pondre des programmes entre guillemets parfaits à tout bout de champ, quoi. C'est ça, mais c'est exactement ça. On a vu cette discussion en plus avec les gars par rapport à l'avènement de ChatGPT où on avait un pote qui s'était amusé à taper sur ChatGPT, fais-moi une progression de 2000 mètres à l'heure, j'ai un temps de temps, et mets-moi des phrases de motivation à chaque séance. Et ChatGPT lui avait pondu genre 12 semaines avec des progressions, des phrases de motivation pour chaque séance et tout.
Et oui, ce qui va faire la diff, c'est le retour. Le retour, le feedback, le relationnel. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le remote coaching, euh, on a l'avantage de, on a le désavantage de ne pas être présent physiquement, mais on a l'avantage d'être vraiment, avoir une relation one-one avec l'athlète. Ce qui n'est pas forcément le cas avec du groupe classe. Où le Mm. groupe classe, il y a le coaching physique, ok, mais la personne vient faire son groupe classe, s'en va, et peut-être que dans certaines box, le groupe classe d'après, ce sera un autre coach, etc. Là, le remote coaching, c'est toi et l'athlète. Et du coup, avec le temps, tu connais l'athlète et ses habitudes, tu connais on va dire, ses habitus, ses schémas, on va dire, mentaux, et tu sais comment il va réagir à certaines situations, tu commences à le connaître, tu connais ses faiblesses, ses forces, tu connais sa vie aussi, parce que ça joue énormément, parce qu'on s'entraîne 1 heure et demie dans la journée, mais les 22h30 autres de la journée, ben, elles ne sont pas à l'entraînement, et c'est important de les connaître. Et je pense que la diff, elle est là aussi, oui. Elle est là aussi, et sur le retour, on le disait tout à l'heure, le retour technique aussi, avoir une vidéo des snatchs et dire, ben là, sur les snatchs, il faut que tu fasses plus ça. Sur tes back squats, essaye de placer tes coudes différemment, d'engager plus les fesses vers l'arrière au début de la descente. Je sais pas, je donne des exemples. Mais tout ça va faire la différence, évidemment. Et aussi la capacité d'adaptation au vol, avoir une planification dynamique. Là, ChatGPT, il t'écrit 12 semaines, elles sont écrites et basta. Peut-être que demain, ton coaché il va faire une séance qui s'est pas très bien passée. Bien, l'avantage que tu as, c'est que tu vas pouvoir ajuster de suite quand il te donne le feedback pour la fois d'après. Et tu touches parfaitement sur le point que je voulais aborder juste après, donc c'est très très bien. Tu m'aides avec toutes les transitions. Et on l'a même pas préparé, les gars. En parlant de haut vol, ça c'est haut vol et il semble que ça fonctionne plutôt bien. C'est ça, c'est le fait d'ajuster en fait au jour le jour. Et en tout cas, de ce que je vois, c'est quelque chose avec lequel les compétiteurs ont encore pas mal de peine en général, c'est d'être flexible dans leur application leur implémentation du programme. Parce qu'on est encore dans cette rigidité psychologique de se dire, c'est écrit 4 reps et 5 séries sur le papier, il faut que je fasse 4 reps et 5 séries absolument, parce que sinon, mon programme, il est mort, sinon ça sert à rien, sinon j'ai perdu mon temps. Alors que, en tout cas, de par mon expérience, la magie, elle se trouve à l'intersection des deux. C'est le programme qui est écrit, mais c'est ton état du moment, c'est tes besoins du moment, c'est même ta performance sur la série d'avant, comme tu l'as dit. Je me rappelle même en coaching privé à l'époque où si j'avais prévu 5 séries, mais que sur la troisième, tu tapais un PB, on n'allait pas aller faire 2 séries de plus, on passait à la suite, on mettait une petite étoile à côté de l'exercice et on passait à la suivante. Parce qu'au final, le programme, c'est une hypothèse. Et après, c'est C'est ça. l'implémentation de cette hypothèse qui peut changer à tout instant, en fait. Mais ça, il y a beaucoup de monde qui a encore de la peine à le voir. Je ne sais pas ce que toi, tu perçois sur ce côté-là. Bien sûr, bah, la diff entre le Ruben de 2020, 2019, 2021 et le Ruben d'aujourd'hui, c'est ça aussi. C'est là comprendre que l'entraînement, en fait, c'est créer un stress pour avoir les adaptations voulues pour pour que le corps s'organise et créer ces adaptations et être meilleur la fois d'après. Et souvent, comment dire, disons que le monde dans lequel on vit est très très complexe et il est 10 fois plus complexe que n'importe quel programme que vous pouvez écrire. Vous pouvez écrire le programme le plus calibré possible. Le monde, il restera beaucoup plus complexe que ça. Hmm. Et du coup, disons que c'est la diff entre les jeunes coachs et les coachs plus expérimentés, c'est cette capacité d'adaptation au vol et de, OK, quelle intention, on parlait d'intention tout à l'heure, quelle intention la séance a, quel stimuli je veux créer, Hmm. et ce qui va être prioritaire, c'est ça et pas ce que j'ai écrit. Et c'est vrai que les athlètes, ils ont un peu ce truc de, bah, la prog, c'est la prog, et je veux pas en sortir parce que si j'en sors, ça veut dire que peut-être j'étais faible, tu vois. Il y a un peu ce truc, tu vois, no pain, no C'est clair. gain, j'étais faible. Mais à long terme, ce qu'on veut, c'est que rentrer dans l'intention de la séance et dans le stimuli voulu. Et pour ça, il y a de plus en plus d'outils. L'autorégulation au RPE, par exemple. Moi, je me souviens quand nous, on a commencé à l'utiliser avec Jules, c'était quasiment pas utilisé en CrossFit. On Hmm. a commencé à l'utiliser justement parce on connaissait OPT et Alexis qui,
eux, dans leur domaine, étaient spécialistes et l'utilisaient beaucoup. On s'est dit, Ouais. bah, c'est peut-être adapté, encore plus au CrossFit, où on a tous les Metcon à côté et tout le conditioning. Et maintenant, c'est de plus en plus utilisé, tant mieux. L'autorégulation sur le RPE que toi, tu utilises en entraînement d'endurance, par exemple. Mm. Autorégulation sur aussi, ça peut être des outils technologiques comme le Moxy. Il y en a certains qui utilisent aussi la fréquence cardiaque. Euh, L'autorégulation sur des pourcentages d'efforts aussi, avec des consignes évidemment. Et tous ces outils-là, ils servent aussi un petit peu à être plus précis sur du stimuli et l'intention. Une séance de squat où tu donnes un RPE 7, dans un très bon jour, ça va être euh, une barre à, je dis n'importe quoi, à 140. Dans un mauvais jour, ça va être une barre à 125. Alors qu'avant, on aurait mis un pourcentage et ça aurait été le pourcentage, quoi qu'il advienne, même si l'athlète ne se sent pas bien, c'est le pourcentage. Ça peut créer des frustrations, de la surfatigue, et inversement, si l'athlète se sent très bien, on ne va pas aller chercher ces kilos en plus qui auraient pu être là, qu'on serait allé chercher avec le RPE, par exemple. Et ça, c'est super intéressant parce que on voit justement ces outils qui sont intégrés à chaque être humain, la perception, la capacité de s'écouter. Mais moi, en tout cas, ce que je vois avec le RPE, parce que c'est comme toi, quelque chose que j'utilise beaucoup plus maintenant qu'avant. Et je dirais même que une fois que la séance, elle est fixée par rapport à l'intention, l'objectif, l'adaptation qu'on recherche, le stimuli, ben, c'est vraiment le RPE qui va nous permettre de jauger vers le haut ou vers le bas selon l'état de forme du jour, selon la fatigue, selon tous ces autres paramètres qu'au final, on ne peut pas modéliser et optimiser à l'avance. Il faut le faire vraiment sur le moment. Mais moi, je me heurte beaucoup à des gens qui savent pas s'écouter, en fait. Des gens qui sont complètement déconnectés de leurs sensations, de leur corps, et qui connaissent le 0 et le 10. Et c'est un interrupteur. Et c'est pas une petite jauge où tu peux passer de 1 en 1, ou même pour ceux qui sont plus pointus, de 0,1 en 0,1. C'est juste un on-off. C'est soit je vais à bloc, soit je fais rien. Et cette incapacité vraiment à avoir un ressenti interne sur ce qui se passe, c'est tout dans l'output. Et il y a vraiment très très peu de réflexion en fait en interne, ou même de capacité de sensation. Comment est-ce que tu aides ce genre de profil à apprendre à utiliser le RPE? On l'a dit, hein, c'est un outil comme un autre. Donc comment est-ce que tu coaches le RPE pour les gens qui ont vraiment de la peine au départ à s'écouter? Alors, sur le RPE, en rire, en rep en réserve, ben, j'utilise. Donc, dans un premier temps, je leur explique. Donc, voilà, un single au squat RPE 7, ça serait une charge qui, subjectivement, tu pourrais en faire 3 de plus. OK? Alors, ça m'arrive souvent d'avoir des coachés quand je débute avec eux. Ah, mais le RPE, j'ai pas encore trop l'habitude, je sais pas trop où j'en suis, etc. Et c'est le rôle du coach de justement les éduquer. Le but, c'est pas qu'ils soient dépendants du coach, c'est qu'ils soient. Parce que le coach, il n'est pas là à toutes leurs séances. Alors, certes, je leur fais les feedbacks, etc. Mais si on les éduque et qu'on leur apprend à s'écouter, à plus avoir ce on-off et à se dire, ben, OK, ben là, RPE 7, je vais monter sur des singles jusqu'à trouver ma charge où potentiellement j'en ai 3 de plus et je vais m'arrêter là et ensuite je vais faire mes back offset, etc. Et comme ça, ils apprennent à s'écouter. Et moi, au fur et à mesure des feedbacks, je vais leur dire, ben là, tu as été plutôt juste dans le RPE, la manière dont ça bouge, etc. OK, c'est subjectif, mais au plus tu vas le faire et au plus tu vas être précis avec les années. Et un athlète vraiment entraîné qui sait s'autoréguler, il va être très précis par rapport à un débutant qui commence, qui débute avec ça. Et souvent, les débutants, ce qu'ils font, quand tu leur mets du RPE sur de la rep en réserve, tu leur dis single au squat RPE 7, ils vont se dire, OK, ben, potentiellement, j'en ai 3 de plus, j'en fais une. Allez, je vais monter jusqu'à ma 4 RM ou proche de ma 5 RM. Et c'est là que tu leur dis, non, non, mais en fait, tu dois te réguler selon ta forme du jour, hein. Là, OK, c'est le point de départ, OK, c'est ça, mais les semaines prochaines, tu te régules vraiment à une charge où tu penses que tu en as 3 de plus ou 2 de plus, si c'est RP8. Et sur l'entraînement d'endurance, je leur donne plutôt, on va dire, des consignes de s'écouter sur leurs marqueurs, on va dire, physiques, physiologiques. Voilà, là, on va faire RPE 7 ou RPE 8. Ça va être quelque chose où tu es essoufflé, mais si on vient te poser une question, tu peux répondre à cette question par une phrase.
RPE 9, ben, si on vient te poser une question, tu peux faire peut-être un signe de la tête. RPE 10, pas possible. Tu es dans le truc, c'est impossible. Et quelque chose comme ça. Ok, on va faire de la zone 2, ça va être 40 minutes, RPE 4, 5, ben, tu dois pouvoir discuter. Et ainsi de suite. Et avec le temps, ben, ils arrivent, à force d'accumuler des expériences, ils sont capables de mieux se réguler. C'est ça. À chaque fois que tu te poses la question, quel est le RPE sur cette répétition, sur cette série, c'est une rep. Et plus tu Mm. fais de rep, et meilleur tu deviendras sur l'exercice. Et donc l'exercice de juger sa sensation à l'entraînement, c'est quelque chose qu'il faut répéter encore et encore et encore. Et comme tu l'as dit tu as très très bien dit, ça s'améliore avec le temps. Il y a assez de médailles olympiques qui ont été gagnées avec un chrono et rien d'autre, hein, dans le sens où autant toi que moi, on adore la technologie, c'est des outils qu'on affectionne, c'est des concepts qu'on aime bien investiguer et comprendre, mais on revient à la même conclusion, toi et moi, c'est qu'au final, il n'y a rien de plus il y a rien de plus objectif que le subjectif, et que ta perception, c'est ta réalité, et il faut jouer avec ça, il faut surtout pas la mettre de côté. À mon avis, c'est c'est pas que c'est mieux que les autres, il faut utiliser ça en complément. On a les charges, on a les valeurs Ça. physio, mais il faut utiliser le RPE en complément de ces autres paramètres. Et c'est ça qui te donnera en fait la perspective la plus complète sur ton entraînement. Si on continue à parler un petit peu d'endurance, vu que tu l'as mentionné, on en avait parlé lors du premier podcast, ton approche du développement de l'endurance dans le CrossFit, comment est-ce qu'elle a évolué ces dernières années et comment tu l'expliquerais aujourd'hui? Je pense que c'est allé dans le bon sens quand même ces dernières années. Moi, je me souviens quand j'étais encore en L2, en deuxième année, que je commençais à coacher des gens en remote, quand je leur mettais... alors à l'époque, il n'y avait pas encore les bike erg. C'est-à-dire que le bike erg, pour les OG, c'est apparu en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Donc il n'y en avait pas encore. Et du coup, je leur mettais des séances de 40-45 minutes de rameur avec la méthode MAF. Je ne sais pas si tu connais Ouais, Maffeton. Donc c'était ouais. l'ancien coach de Mark Allen qui utilisait la méthode MAF, donc Maximal Aerobic Function, où tu prends ton âge, je crois que tu retirais moins 40. Donc tu prenais ton âge, tu enlevais 40 et ça te donnait ta fréquence cardiaque à peu près pour le travail d'endurance de fond. C'était un truc comme ça, ou 35 ou... 180 moins l'âge, je crois, un truc comme ça, Ouais, si je me trompe 180 pas. moins l'âge, Ouais, exactement, c'est ouais. ça. Et du coup, quand je leur disais ça, ils me regardaient en mode, mais non, mais qu'est-ce que tu me racontes? Moi, je vais me faire un 21-15-9, me fusiller, finir par terre. Et ça a évolué dans le bon sens. Mm. Tu n'y es pas pour rien, toi, pour le coup. Tu as quand même fait un travail de sape sur ça. Mais oui, oui, je me rappelle, après moi, en troisième année, j'avais eu des cours. Donc, un prof qui s'appelle Guillaume Pi, fait de la recherche sur tout ce qui est lactate. Ouais, Et lui, en fait, ce prof-là, c'est lui qui, en France, est venu prophétiser et dire à tout le monde, non, mais le lactate, ce n'est pas un déchet, arrêtez. Et je mm. me rappelle dans les cours, il répétait ça. Et je me souviens à l'époque, il nous parlait de la vitesse critique, mais c'était encore la vieille méthode de tu prends 90% de ta VMA, Ouais. tu fais un max de temps de soutien. Ensuite, tu fais la même chose à 95%, à 100% et à 105%. Ah, donc, tu fais les 4 ou 5 tests dans le Et domaine avec ça, sévère pour calculer ta vitesse critique. exactement. Et après, tu as ta vitesse critique. Moi, à cette époque-là, j'étais là en mode non, mais je vais pas faire 4 efforts. Non, mais si je dis. Après 2 tests, tu as déjà perdu 90% des Ouais, c'est choses. ça. Déjà, pour leur faire 40 minutes de rameur, ils râlent. Si je veux leur faire 4 efforts de temps de soutien, je perds tout le Ouais, monde. c'est clair. Du coup, ben, j'utilisais la vieille méthode de faire un 5K rameur et faire un 60 minutes max de cal. Mm. Ça me donnait aussi des données. Puis après est apparue la technique de ben, qui est très, très démocratisée maintenant, en partie grâce à toi, 3 minutes max watts, 2 minutes, 12 minutes, pardon, ou la version 5 et 20 minutes. Mm. Donc maintenant, beaucoup, beaucoup de monde connaît ça. C'est ce qui est la vitesse critique, c'est ce qui est le lactate, c'est ce qui est faire de la zone 2, faire du seuil, etc. Et ça, c'est plutôt aller dans le bon sens quand même. Euh, Après, je pense que comme tout, il y a eu un peu des dérives dans le sens où maintenant, il y a des gens, tu leur dis, ben, non, mais là, toi, tu n'as pas besoin de zone 2, il faut plutôt que tu fasses ça. Ils te disent, non, mais je vais faire de la zone 2, je vais faire de la zone 2. Euh, c'est comme les gens qui s'entraînent 6 heures par semaine et qui s'achètent un bike hack pour faire 3 heures de zone 2. Mm. Achète-toi un vélo, sors le dimanche,
à des allures à la sensation et ça sera amplement suffisant pour ta progression. Pour toi, si tu arrives en plus à être, assez régulier sur ça, si tu arrives à le faire tous les dimanches pendant 1 an, déjà, ce sera très bien. Alors C'est que sur clair. ton bike air, ce sera plus dur à parce que bon, il y a quand même plus de monotonie sur un bike air que sur un vélo, de route. Et à ce niveau-là et à ces heures d'entraînement-là, il y a surtout tellement d'autres choses à travailler. Oui, Il y a c'est ça. toute la première partie du podcast sur les compétences techniques, sur tous ces petits détails et ça pareil, il faut y passer vachement de temps et donc au début, c'est comme tu le dis, c'est très, très dur de justifier des heures et des heures de fondamentales alors que si tu veux être compétitif, si tu veux développer, ton CrossFit, c'est pas nécessairement là qu'il faut mettre ton attention, 1re quoi. C'est ça, tout à fait et je pense qu'on est quand même allé dans le bon sens jusqu'ici. Aujourd'hui, les athlètes ne rechignent plus à faire de la zone 2. Ils comprennent quand ils doivent faire des séances de tempo, ils comprennent pourquoi ils doivent faire des fois des séances de course de 7-8 km. Mais il reste encore pas mal de choses à explorer, je pense, parce que le CrossFit, ça reste quand même très particulier dans le type d'effort et il y a très peu de recherche encore et je pense qu'il y a pas mal de choses à faire encore. Il y a encore la place pour beaucoup de découvertes et de recherches. D'ailleurs, on a proposé à mon associé Jules, donc un prof de l'université de Montpellier lui a proposé de faire un doctorat, Mmh, donc de le financer lui-même sur, le NIRS et le CrossFit. OK. C'est un projet, on va voir si lui il le fait ou pas, c'est à lui de prendre la décision parce que un doctorat autofinancé, c'est 4-5 ans, c'est beaucoup de travail, donc à voir. Mais en tout cas, je l'espère que ça va aller dans ce sens-là quand même, que va y avoir de la recherche, sur les efforts de CrossFit et qu'on va avancer sur l'entraînement d'endurance sur ça. Maintenant que les athlètes savent que c'est de la zone 2, de la zone 3 et ce que c'est qu'une puissance critique, vitesse critique, une FTP, et cetera, peut-être que maintenant on va s'approcher on va encore plus pousser le truc, peut-être explorer la méthode norvégienne, explorer, peut-être l'entraînement, sur vrai terrain comme, le vélo de route, je parlais du vélo de route, peut-être, faire de l'aviron sur bateau, courir plus dehors, moins sur les tapis, je sais pas. Hem, peut-être que ça va tendre vers ça à haut niveau, peut-être? Je suis curieux de voir en tout cas et aussi sur, comment transposer tous ces principes, d'entraînement physiologique, donc le seuil SV1, SV2, Fatmax et cetera. Comment, on va réussir à créer des principes similaires sur, les efforts spécifiques au CrossFit. Tout à l'heure, on parlait des wall ball, burpees et cetera. C'est très dur à quantifier, très dur à calculer, très dur à est-ce qu'on va réussir à créer des principes de calcul de charge, de calcul d'intensité, de seuil et cetera sur ces mouvements-là? Mmh. Voilà. Ouais, c'est une très, très bonne question et je pense qu'on n'a pas complètement la réponse encore et je me rappelle Ouais. de tu connais bien les travaux de Evan Pycorn aussi, autour du NIRS et je me rappelle quand il montrait ce graphique, je crois que celui du haut, c'était Travis Mayer et celui du bas, c'était un athlète, plutôt niveau quart de finale sur un mix modal CrossFit et tu voyais qu'au niveau des saturations, en fait, l'athlète de niveau élite il la physiologie se comportait comme si c'était un effort continu sur une modalité cyclique, Mmh. et Il pas pour propose l'autre. Parce qu'en gros, il avait et c'était un truc qu'il disait aussi, c'est que les meilleurs, en fait, ils rendent tous les mouvements techniques et lourds cycliques. Donc la oui, gymnastique, ça devient comme du vélo, le barbell cycling, ça devient comme du vélo, les wall balls, c'est comme du vélo, dans le sens où, ils rendent le mouvement tellement économe et efficient que et ben, maintenant, c'est juste comme tu l'as dit, c'est gestion de pace par rapport au temps que ça va te prendre et par rapport aux exercices que tu as à faire. Sauf quand tu as un gros bottleneck, quand tu as des HSPU avec du déficit, par exemple, ou des choses comme ça, où tu sais que là, l'endurance locale et la fatigue locale va être un facteur primaire sur la performance. Mais sinon, en fait, c'est quelque chose voilà, auquel il faut penser. Si tu avais des questions auxquelles tu voudrais des réponses aujourd'hui sur la physiologie et le CrossFit, qu'est-ce que tu demanderais? bonne question. Bonne question. Mmh, ça serait cool d'avoir la dimension sur un mouvement comme par exemple, du cycling, à la barre, connaître la dimension de force
et la dimension physiologique Hmm. sur, sur on va dire, le point de performance du mouvement. Combien de pourcentage de physiologie, combien de pourcentage de force, Mhm. pour savoir comment travailler l'un et l'autre, et à partir de quelle force on peut plus se concentrer que sur la physiologie et l'économie de mouvement, tu vois. Ouais, C'est-à-dire qu'à partir de quel niveau de force, vraiment, ce qui va décider de la perf, c'est l'aspect physiologique et économie. ouais. C'est Tu une- c'est vois? une- ouais, ouais, c'est super intéressant et je pense que c'est vraiment cette intersection endurance-force, elle est fascinante. Parce que je pense que jusqu'à récemment, on l'approchait avec des spectres qui étaient complètement différents. On approchait la force d'une certaine manière, on approchait l'endurance d'une autre manière. Mais avec notre compréhension actuelle de la physio, on voit qu'au final, c'est tout du pareil au même. Après, c'est un spectre. La force de contraction musculaire, c'est bien entendu pas la même sur un RM back squat que sur un mouvement de vélo, mais au final, ça reste une contraction musculaire. L'effet que ça a sur le flux sanguin, l'effet que ça va avoir sur le nombre de reps que tu peux faire après. Et pendant que tu posais la question, je me disais peut-être que, mais après, ça, c'est ce genre de truc où il faut tester et ça te sert pas vraiment à l'entraînement, c'est plus de l'exploration, c'est plus de l'exploration, de la recherche, hein, vraiment. C'est, tu prends une barre et tu fais des séries en cycling à, disons, 50, 55, 60, 65, 70, 75% de ton ARM et tu regardes quand est-ce que tu es obligé d'arrêter à cause de la charge de la barre. Tu Mm. regardes ce point de transition entre, quel est en dessous de quel pourcentage est-ce que tu es plutôt sur l'aspect endurance et sur quel pourcentage, au-dessus de quel pourcentage tu es plutôt sur la partie force. Et au final, on se retrouve à chercher à partager le spectre sous-maximal, tout comme on le fait avec l'endurance, mais avec des valeurs de seuil. Mais je ne pense pas que ce soit des concepts qui soient applicables dans des mouvements de force. Mais par contre, il y a peut-être d'autres choses à investiguer, comme tu l'as dit, pour aller Mm. chercher et comprendre comment est-ce qu'on sépare maintenant ces autres mouvements, comment est-ce qu'on différencie différents types de travail sur ces mouvements pour, de un, pousser notre compréhension et peut-être plus tard pour mieux s'entraîner et pour faire les choses de manière encore plus cohérente, quoi. T'imagines les premiers CrossFit Games, je crois, c'est 2008. 2007 ou 2008, ouais. Je crois que 2007, c'était 2007 Fitzgerald et 2008 Calipa, si je ne me trompe pas. ok. Ouais, 2000. Oui, 2008, c'est le film Every Second Count, non? Et ouais, je crois que 2007, c'est ça, ouais, c'est ça. t'imagines, c'est très, très récent quand même. C'est super jeune. Du C'est coup, il nous reste encore ouais. beaucoup de choses à explorer. À échelle de l'histoire humaine sur l'évolution de la science, tu vois, à 20 ans, c'est vraiment rien. Non. Encore plus une science comme la science de l'entraînement qui est très jeune et qui euh, se crée encore sa place, on va dire, joue des coudes pour essayer de rentrer dans vraiment être une Mhm. science. Et moi, je pense que Karl Popper avait raison quand il disait que euh, il disait qu'il était dans la théorie négativiste, c'est-à-dire que, en gros, la théorie scientifique qui est vraie, en fait, c'est pas qu'elle est vraie, c'est juste parmi toutes les théories qu'il y a, c'est la moins fausse. Tu vois? Il disait ça. Et du coup, ben, en fait, là, les théories qu'on a sur l'entraînement, qui sont actées comme vraies, celles qu'on utilise, ce sont juste les moins fausses de toutes les autres. Et du coup, il faut prendre ça en considération quand euh, on explore on va dire, les principes d'entraînement. Là, tu vois, il y a 15 ans, euh, faire de l'endurance sur du squat, on te regardait en mode non, mais non, le squat, c'est pour développer la force. Et surtout, les jours où tu fais du squat, tu fais pas de l'endurance, sinon tu vas pas progresser. Tu vois? Et là, on a quand même encore repoussé ça, donc il reste encore beaucoup de choses à voir sur ça. Et clairement, moi, j'aimerais bien savoir, ok, ben, sur des burpees, euh, qu'est-ce qui va me permettre de vraiment bien progresser sur des burpees, à part faire des burpees et du vélo, tu vois? Comment est-ce que je peux croiser le truc? Comment est-ce que je peux avoir un maximum d'adaptation avec un minimum de temps? Est-ce que je dois faire plus de force sur le mouvement du burpee ou peut-être plus d'endurance? Est-ce que je dois faire plus d'endurance sur le haut du corps ou alors le bas? Comment? Comment est-ce que je peux vraiment progresser sur les burpees avec le moins de temps possible? On est encore en train de l'explorer, les burpees, ça fait... Les burpees, c'est quoi? Ça a été créé quoi, par l'armée américaine dans les années C'est 60? vieux, ouais. Ça a de la bouteille déjà. Ouais. Et ben, tu vois, là, ça commence à être un mouvement sportif depuis peu. Donc, Ouais. voir. Il y a encore beaucoup de choses à voir. Je pense que je vais revenir sur ce que tu as dit par rapport à l'évolution de la science et de notre compréhension des choses
parce que je pense qu'il y a trop de monde, à mon avis, aujourd'hui, qui s'appuie essentiellement sur la recherche en disant que si ça a été prouvé par la recherche, prouver déjà, c'est un terme qui est faux. Ouais. On sait que dans le langage scientifique, on ne prouve rien Mm. parce que techniquement, tu as une hypothèse et la recherche, elle ne devrait pas être là pour valider ton hypothèse. Elle devrait être là pour essayer de la casser. Et plus tu essayes de casser ton hypothèse et moins tu y arrives, et plus elle se renforce par elle-même. Un truc que Pat Davidson disait, c'est que la science, c'est comme last man standing. C'est la dernière personne qui reste debout. Tu sais, C'est c'est ça. un peu c'est un peu ce jeu-là. Donc, comme tu as dit, faut partir du tout et faut aller vers le petit. C'est pas l'étude qui valide et l'étude qui dit que Mhm. c'est juste. Et oui, tout ce qu'on a réussi à investiguer jusqu'à maintenant, c'est notre meilleure hypothèse actuelle. Et alors, il y a pas que des hypothèses, il y a des théories qui sont très très bien fondées également, des principes même qu'on en extrait et qu'on peut appliquer de manière transversale. Mais je pense qu'il faut faire attention avec ce science-based, ou en tout cas ceux qui prêchent l'église le scientisme, C'est où en fait ça. c'est l'église de la science, où la science est supérieure à tout, et que même si tu as 15 ans d'expérience sur le terrain et que tu peux expliquer des trucs et que tu peux les voir se manifester encore et encore, si c'est pas validé, ben, tu dis de la merde, ou en tout cas ça vaut pas son poids en or, et tu as meilleur temps de t'appuyer sur des recherches, des doubles aveugles randomisés, contrôlés. Euh, et ça, je pense que c'est une des tangentes négatives de l'ère actuelle, c'est que on est tout, enfin, de toute façon, et ça se retranscrit de manière générale, c'est qu'on est dans le ou plutôt que dans le et. Mm. On veut forcément choisir un camp. Ah non, la Mhm. science, c'est mieux que l'expérience de terrain. Ah non, moi, je suis un gars pratique, je mise tout sur l'expérience de terrain, la science, c'est de la merde. Pourquoi on ne prend pas l'intersection des deux? C'est ça. Pareil, comme on disait avant, puissance, fréquence cardiaque, RPE. Pourquoi pas prendre l'intersection des trois? Pourquoi est-ce qu'il faut choisir un camp? Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important pour alors, le développement de la recherche dans les années à venir, mais je pense aussi pour la réflexion critique pour nous, pour les coachs, dans la manière dont on aborde les informations et la manière dont on cherche à apprendre. Parce Mm. que, et comme tu l'as dit, dans un sport aussi jeune que le CrossFit, à mon avis, l'expérience de terrain, elle a énormément d'importance. Parce que si on y pense vraiment, l'hypothèse que tu vas formuler, que tu vas vouloir tester dans une étude, eh ben, elle est en général formulée à la suite d'une expérience de terrain. C'est Donc, ça, tu le problématiques terrain, rencontrées sur le terrain. c'est ça. Tu fais quelque chose sur le terrain, tu te poses une question. Ah ouais, mais pourquoi ça? Ou ah ouais, mais comment ça? Ou ah, mais qu'est-ce qui serait mieux que? Et ensuite, tu vas le tester. Et ensuite, tu reviens sur le terrain. Déjà, tu vois si ça se retranscrit sur le terrain parce que le contexte de l'étude et les limites que tu es obligé d'imposer sur une étude pour qu'elle soit fiable au niveau de l'interprétation des résultats, tu dois contrôler plein de facteurs. On sait que la performance est multifactorielle. On sait que au quotidien, on est assailli par des milliers d'informations Toujours. et des émotions et tout ce qui va faire qu'on ne peut pas contrôler en fait cet environnement-là. Donc, il faut vraiment prendre les études, bien entendu, il faut les lire, il faut les comprendre, mais il faut comprendre que le champ d'applicabilité des études, il est ce qu'il est, c'est-à-dire c'est dans le labo, c'est-à-dire c'est un groupe de 8 hommes, c'est deux groupes de 8 hommes face à face, avec tel VO2 max, de tel démographique, avec tel passé sportif, et qu'on ne peut pas nécessairement faire de la science une religion. On ne Mm. devrait pas, en tout cas, faire de la science une religion à laquelle on se rattache au-delà de tout. Ben, ce qui marque, encore une fois, quand tu étudies un peu d'épistémologie, tu étudies un peu d'épistémologie, ce qui marque une théorie scientifique, ce qui fait, le facteur qui fait qu'une théorie est scientifique, c'est qu'elle est réfutable. C'est ça, en fait. Une théorie qui n'est pas réfutable, c'est un dogme. C'est un dogme. Et C'est du ça. coup, il y a toujours, l'homme est toujours partagé entre le besoin d'avoir des croyances et du coup d'avoir des dogmes, et le besoin de tu sais, moi je suis provençal, et nous en Provence, on avait Marcel Pagnol avant, et dans un des films je crois que c'est dans La gloire de mon père, à un moment donné, Marcel et son frère, ils jouent derrière la colline, et il y a un ermite qui les voit et qui leur fait, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ah ben on voulait voir ce qu'il y avait derrière la colline. Et l'ermite, il leur dit, ah, depuis que l'homme est homme, il se fait des guerres, il se fait curer, tout ça pour aller voir ce qu'il y a derrière. Tu vois, du coup, il y a toujours ce besoin de avoir des dogmes, avoir des croyances et voir ce qu'il y a derrière. Mm. Tu vois? Et du coup, c'est toujours la lutte entre l'accumulation de connaissances, mais aussi le besoin d'avoir des croyances fixes, parce que sinon, pour se rassurer, Mhm. c'est un peu la nature humaine, tu vois. Il y a des besoins de se rassurer. Et aujourd'hui, on est dans une époque où il y a moins de religion qu'avant, c'est l'époque qui est comme ça.
Et du coup, ben, on va la remplacer par... voilà, ça, c'est prouvé par les études, prouvé scientifiquement, du coup, c'est comme ça. Ouais, Mm. j'ai plus, je sais plus de qui c'est. Je sais pas si c'est Nietzsche qui disait que un homme qui ne croit en rien croira à n'importe quoi, quelque chose comme ça. C'est Ou c'est en bien. gros, tu t'enlèves cette part de cette croyance, hein, alors les religions qui sont un système de croyance qu'on a depuis maintenant des milliers d'années, voire plus, Mm. en tout cas de ce qu'on sait aujourd'hui. Et si tu enlèves ça, ben ça va forcément créer un vide et ça va forcément être remplacé par quelque chose d'autre. Après, la conversation, c'est pas est-ce que la religion c'est parfait, c'est est-ce qu'on a à l'heure actuelle vraiment quelque chose, un système de valeurs euh, Mm. qui est mieux pour prendre sa place. Mm. Parce que c'est ça la question. C'est pas quel est le meilleur dans l'absolu, c'est quel est le meilleur de manière relative par rapport aux autres options qu'on a. Et clairement, je pense que ceux qui souhaitent remplacer la religion par les études scientifiques, ils ont raté le bateau parce que la science, elle n'est pas là pour te dire ce que tu dois Non, faire. La science, elle est là pour essayer de te dire ce qui est, ou en tout cas ce qui n'est pas, dans le sens où tu devrais normalement essayer d'invalider c'est ça. les hypothèses, C'est ça. et qu'au final, ce qui reste à la fin, c'est ce qui potentiellement est le plus juste. Ouais, mais je pense que c'est des sujets qui peuvent paraître abstraits parfois, et qu'ils le sont, hein, de par leur nature, mais qui sont indispensables si tu veux pousser ta réflexion dans peu importe le domaine dans lequel tu évolues, et notamment dans le coaching, la préparation Mm. physique, parce qu'on est à l'intersection de la théorie et de la pratique. On a la science de l'entraînement, on a l'art du coaching, et il faut trouver l'équilibre entre ces deux. Et donc, c'est important de savoir jouer sur ces différents plans. Bien sûr. Et disons que les savoirs acquis, soit par la science, soit sur le terrain, sont une interprétation du monde qui est très complexe. Et l'univers, il est quand même beaucoup, beaucoup plus complexe et plus grand que nous. Et nous, en fait, on a juste notre vision d'être humain. Et avec les théories scientifiques, on cherche à interpréter de manière la plus vraie possible, mais il n'y a pas de manière vraie, le monde qui nous entoure, dans le monde dans lequel on vit et auquel on fait partie. Et pour illustrer ça, moi, j'aimais bien prendre tu vois, le signe noir, c'est-à-dire que les animalistes, Hmm. ils avaient catégorisé ils avaient observé tous les signes qu'ils avaient vus, ils avaient vu que des signes blancs. Puis un jour, les Anglais, ils sont allés en Australie, je crois que c'est en Australie, et ils ont vu des signes noirs. Et du coup, ben, la théorie avant ça, c'était, ben, en fait, tous les signes sont blancs. Jusqu'au jour où ils sont arrivés en Australie, ils ont vu des signes noirs, ils ont fait, ah, mais en fait, il y a des signes noirs. Et c'est un peu ça, tu vois. Ok, on Ouais. a notre théorie de l'entraînement, on a notre vécu, on pense que c'est comme ça, jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui casse un peu le plafond de verre et qui va créer un nouveau paradigme, et ainsi de suite. Et les outils d'interprétation sont un peu ça, tu vois. On parlait d'entraînement d'endurance. Avant, on avait les outils qui nous permettaient de mesurer l'oxygène que 3 ou 4 minutes après. Enfin, il y avait un temps de latence. Ouais. On pensait que c'était 10 secondes de la phosphocréatine et au bout de 4 5 minutes, l'oxygène. Et quand on a eu des outils qui ont permis de mieux mesurer, on s'est rendu compte qu'en fait, les deux marchaient en même temps. Ah, nouveau paradigme. C'est ça, et tu fais bien de le mettre en avant. La science, elle est constamment limitée par les outils de mesure qu'on utilise. Et les outils, ils sont pas parfaits. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas mesurer à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, comme tu l'as dit, beaucoup des changements de paradigme, notamment en physiologie de l'exercice, sont survenus avec l'avènement de la technologie, avec de nouveaux outils de mesure. Parce que quand tu pouvais que mesurer le lactate et que quand les animaux étaient fatigués parce qu'ils avaient couru et qu'il y avait plein de lactate dans leur sang, c'était facile de dire ben, c'est le lactate qui fait qu'ils sont fatigués. Maintenant, on sait qu'il y a d'autres molécules qui sont en jeu et qu'il y a d'autres phénomènes qui prennent place. Mais ouais, je pense que c'est important qu'on ait parlé un petit peu de ça. Mm. Et même pour ceux que ça intéresse pas de prime abord, le fait de vraiment pas tout miser sur la science et sur les études, et réussir à garder un esprit critique à l'intersection de la pratique et de la théorie pour au final essayer de trouver la vérité avec un V majuscule, comme j'aime bien l'exprimer. Ça veut dire que c'est pas la vérité vraie, parce que ça, on la saura jamais, mais Mm. c'est tendre vers le juste, tendre vers ce qui est le plus vrai, ou en tout cas ce qu'on arrive à comprendre le mieux à l'heure actuelle. Et c'est la meilleure manière d'opérer dans un monde qui est en changement constant. Pour revenir un petit peu sur Terre, je vais parler un petit peu du CrossFit français. Allez. Quelle était ton expérience au semi-final cette année, ton impression globale déjà? Euh, Je pense qu'il y a pas mal de monde qui a vu que la vague française était en train d'arriver, tant dans l'ambiance que dans les athlètes.
on a quand même bien vu qu'on était en France. Ouais, ça. Et tout le monde l'a vu, hein. J'ai regardé pas mal de vlogs, etc., de gars qui Ouais. viennent des US, d'Angleterre, etc. Et ils l'ont tous dit. L'ambiance ici, c'était démesuré. Ils n'ont jamais vu ça dans une compétition de CrossFit, même pas aux Games. Ouais, et comparé aux semi-finals en Amérique du Nord, ça n'avait rien à voir. Mhm. Donc ça, c'était vraiment cool. Euh, on sent quand même qu'en France, il y a un engouement pour le CrossFit. Si on prend les pays, on va dire, euh, comment dire, les pays qui sont très similaires à la France en Europe, comme UK et l'Allemagne, si on prend le nombre d'affiliés, la France est bien devant. Mhm. Il y a quoi, plus de 800 en France, non? Ouais, c'est le numéro 2 après les États-Unis, je Ouais. crois. Donc, tu vois, alors certes, en termes de nombre de box par habitant, comparé aux pays scandinaves, c'est pas encore ça, ou au Canada, mais en Europe, par rapport à l'Allemagne et l'Angleterre, qui sont des pays très similaires, très proches, anthropologiquement parlant et en termes de société, c'est quand même au-delà. Mhm. Les Anglais avaient un petit avantage parce que anglo-saxons par rapport à leur proximité avec les États-Unis, qui a été vite rattrapé. Après, je pense quand même que moi, tu vois, je suis franco-espagnol. Euh, il y a eu 2 Espagnols qualifiés pour moitié moins d'habitants. Et aussi, détail important, ces 2 Espagnols-là sont coachés par des Espagnols. Mhm. Et ça, je pense, c'est un peu. Après, évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse, mais j'aurais préféré que Victor Hofer soit coaché par un Français. Voilà. Après, c'est de bonne guerre, tu vois. Quand on- À peu de choses près, il l'a été jusqu'à il n'y a pas très longtemps. C'est ça, c'est ça. Mais en plus, tu vois, euh, quand il gagne, je crois qu'il gagne l'event Handstand Walk. Mhm. C'était CrossFit qui s'occupait de la transmission et du média, du montage vidéo sur la transmission en ligne, Ouais. online. Et quand ils gagnent l'event, ils se mettent à filmer Fraser qui est dans sa tribune. Tu vois? Et moi, j'avais dit à un de mes coachs, j'avais dit, mais tu vois, en fait, CrossFit et Fraser, Hard Rock Payoff et tout, c'est tout un peu lié quand même. Et c'est de la guerre économique. Tu vois, ils Ouais. essaient de garder la même mise sur les athlètes qui sont en essor, et c'est normal, c'est le jeu. Du coup, c'est à nous, les coachs français, et moi, mes concurrents, etc., de faire en sorte de grandir, être assez professionnel pour que les futurs athlètes français qui aillent aux Games soient coachés par des Français et pour que c'est pas juste par patriotisme, c'est que en fait c'est de manière à ce que les prochains jeunes qui veulent devenir professionnels, ils aient les infrastructures en France pour devenir professionnels et que ce soit plus facile pour eux et qu'ils aient pas à partir outre-Atlantique pour avoir une chance d'être au niveau et de gagner les games, etc. Et je pense que ça montre aussi qu'il y a une culture, hein. Il y a les infrastructures, mais il y a aussi la culture du CrossFit en France, l'évolution du CrossFit depuis des années maintenant en France, avec, comme on le voit aujourd'hui, des teams, des indives, des jeunes, des plus âgés qui sont là, qui sont présents, qui le sont depuis des années, avec Mm. des entités de coaching, que ce soit la tienne, que ce soit celle de Luc, Jocelyn et les autres. Vous êtes tous là depuis des années et ça continue à grandir, ça continue à se Mm. développer. Et je pense que c'est cette culture-là, en fait, qu'il faut maintenir, qu'il faut préserver et qu'il faut continuer à nourrir aussi. Oui, Et qui fera que, comme tu l'as dit, quand les jeunes ils se pointent et qu'ils voient Victor, qu'ils voient Clo-Clo, qu'ils disent: Ah ouais, putain, c'est cool, moi je veux faire pareil, bah, qu'ils aient les ressources ici pour le faire et qu'ils n'aient pas besoin oui. d'aller s'exporter et d'aller Ah, travailler ailleurs. Pas que ce soit une mauvaise chose, hein, je veux dire, je pense que l'opportunité qu'a eu Victor d'aller travailler avec HWPO, c'est génial pour lui. ah oui, C'est oui. c'est très très dur de dire non à une proposition telle que celle-ci, parce que ça littéralement ça change ta carrière, ça peut changer ta vie. Euh, mais Ben, clairement, plus oui. on aura une culture qui est forte en France, en Europe, en francophonie, et plus ce sera positif pour le développement sur le long terme. C'est ça, mais la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi un jeune de 19-20 ans, dès qu'il perce, pourquoi est-ce qu'il a envie d'aller outre-Atlantique? Qu'est-ce qui fait qu'il a cette envie? Et c'est la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que non, en fait, il ait envie de rester? Ouais. Parce que le but, en fait, c'est que les coachs en France, en fait, c'est un peu le, le train qui tire les wagons. Si on est capable de garder nos jeunes athlètes, d'autres, il y aura l'apparition d'autres jeunes athlètes. Et s'il y a cette culture, comme tu dis, les coachs pourront vivre de ça et on aura ce qu'il faut pour qu'il y ait de plus en plus de coachs qui vivent de leur passion et que on ait vraiment euh,
moi, tu vois, le but, c'est que, tu vois, quand je vois que mes deux nouveaux coachs, ils ont pu, grâce au fait qu'on se soit développé, ils ont pu avoir le choix d'arrêter de coacher en boxe pour pouvoir faire ça. Mais je suis assez fier de ça, tu vois. Et le but, c'est que les coachs en France puissent vivre correctement et ça fait partie de ça. Ouais, et ça, Le fait qu'on garde les athlètes français, ça fait partie de ça, de cet ensemble. ouais, c'est exactement. Et ça fait partie du développement de cette culture. Ça fait partie des échanges. Je pense que ce podcast en est le témoin aussi, hein. Mm, Le podcast qu'on est en train d'avoir, toi et moi. C'est-à-dire que on pourrait se voir comme concurrents parce que tous les deux, on propose de la programmation pour les crossfitters. Pour moi, tu es un allié, dans le mm, sens où si on veut aider le plus de monde possible et si on veut faire grandir le monde, le petit monde, l'écosystème dans lequel on évolue, eh ben, c'est ensemble qu'on doit travailler. On doit tous tirer dans le même sens, au sens plus large. Tu as le coach avec ses athlètes qui tirent le wagon, mais tu as peut-être la locomotive euh, théorique ou globale, l'idée du CrossFit et l'idée de ce qu'on essaie d'apporter, de ce qu'on essaie de transmettre et de ce qu'on essaie de faire avec cette discipline. Et pour ça, il faut qu'on tire tous dans le même sens parce que se tirer dans les pattes, ça peut sembler être la bonne chose à faire, mais au final, c'est pas sur le long terme, je pense, la bonne approche quand on est dans le même milieu. c'est le premier réflexe primaire. Tu vas te dire, Ouais. ben, c'est mon concurrent direct, du coup, ben, je vais être méfiant vis-à-vis de lui. Mais en fait, non, on est un peu dans le même truc. Et tu vois, je sais plus c'est à qui que je disais ça, mais si demain, c'était CrossFit France qui avait partagé une vidéo de Michel Simès, donc tu sais, le médecin de télé connu, qui disait, Mm. voilà, il y a de moins en moins de Français qui font du sport, etc. Nanani, nanana. Et CrossFit France avait partagé ça. Et moi, je sais plus à qui j'avais dit, mais si demain, euh, admettons, il y a une politique publique qui mette en place, voilà, on veut que tant pour cent des Français que les Français se mettent au sport, au CrossFit. Mais on n'a même pas assez de coachs pour réussir à accueillir tout le monde. Mm. Tu vois, moi, je sais que, par exemple, dans ma région, près d'Avignon, on a deux box. Enfin, là où on a deux box qui sont à peu près à 15 km. Il y en a une qui a à peu près 250 adhérents et l'autre qui vient d'ouvrir. Donc, il y en a là où on a les bureaux qui sont à peu près à 120 adhérents. On a un Basic Fit qui a ouvert dans cette zone. Le premier mois d'ouverture, ils ont fait 2000 adhérents. C'est-à-dire que, même si, imaginons que chaque box de CrossFit prenne 10% de ces 2000 adhérents, en fait, ils sont même pas capables d'accueillir tout le monde. C'est-à-dire que Mm. celle qui a 250, elle n'est pas capable d'accueillir 400 adhérents, et celle qui en a 120 maintenant, elle n'est pas capable d'accueillir 400 adhérents. Donc, tu vois, en fait, le but, c'est de tous se tirer vers le haut parce que c'est bien, c'est facile de dire, ouais, les gens, ils veulent pas faire de sport, nanani, nanana, ils sont sédentaires, ils préfèrent être sur Netflix et tout, mais est-ce que nous, déjà, on est prêt à accueillir les gens s'ils veulent faire du sport, tu vois? Est-ce que nous, on est assez pro pour que les gens nous fassent confiance comme ils font confiance à un ostéo, à un kiné, à un médecin? Est-ce que c'est le cas? C'est la bonne question. C'est une très bonne question et ça me donne un super tremplin pour te poser la question suivante. D'après toi, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour les personnes pour les gérants de box, pour les personnes qui font de la programmation en ligne? Qu'est-ce qu'on peut faire pour tirer ce train vers l'avant, pour tirer tout ce monde du CrossFit francophone vers l'avant? Quelle doit être quelles doivent être nos actions? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour qu'on aille dans le bon sens? Dans un monde idéal, hein, parce que c'est toujours facile de dire il faut faire Oui. ça, il faut faire ça. Ben, je pense que c'est la suite de la réflexion, là, tu vois. Disons on disait on est la première génération de coach, il faut tirer les enseignements pour la deuxième. Je pense que déjà, essayer de développer la conscience professionnelle de tout le monde, se Mm. dire que voilà, on n'est pas coach pour pouvoir s'entraîner, on n'est pas coach pour pouvoir juste faire des horaires avantageux, on n'est pas coach. En vrai, quand tu commences à être coach, tu connais la réalité. Avant de devenir, quand tu as envie de faire ton BPGEPS ou quoi, tu penses que tu vas t'entraîner et tout, mais une fois que tu y es, non, c'est pas comme ça. Donc déjà, développer la conscience professionnelle de non, on devient coach pour coacher les gens. Et tu vois le truc bête, mais que la ménagère de 50 ans qui vient dans une box de CrossFit, au bout de 3 mois, elle ait perdu du poids, elle soit capable de se mettre en poirier contre le mur, elle soit capable de faire une pull-up au bout d'un an. Voilà, c'est ça notre métier en fait. C'est ça, faire en sorte que les jeunes qui ont 12 13 ans, ils débutent et ils apprennent à bouger, à se développer, à devenir des athlètes complets. Mm. Enfin, ça prend plein de choses en compte. Déjà, développer cette conscience professionnelle et un peu plus de corporatisme, Mm. se tirer dans les pattes entre nous, s'entraider euh, pour essayer de développer au maximum notre savoir-faire et que le but, ça serait que chaque
Le but, ça serait que quand quelqu'un va voir un coach, il y ait, on va dire, un minimum requis. Comme un peu un médecin, quand tu vas voir un médecin, ben, tous les médecins ne sont pas bons, mais le pire des médecins, tu vois, il est quand même, il a quand même fait ses années d'études, il est quand même compétent Mm. et tu vois, tu as le serment d'Hippocrate et tout qui fait que, il va pas te faire plus mal que ce que tu es malade, tu vois. Ben, le but, c'est que le moins bon des coachs, il soit meilleur que le meilleur des coachs aujourd'hui, tu vois. Mm. L'objectif, c'est ça, pour moi. C'est ça. Après, ce qui est à mettre en place, là, c'est des réflexions logistique, ce qui est faisable sur les lois, sur les diplômes, sur la formation, sur les mises en place. Après, ça, c'est une politique et une réflexion, je pense, commune. Ouais, et qui est un petit peu plus global. Sur le point de la gestion d'une box de CrossFit, du modèle ou des modèles, on va dire, communs actuels, est-ce que par rapport, par exemple, comme tu l'as dit, à un Basic Fit où ils ont c'est un rouleau compresseur de marketing qui fait que tout le monde va s'inscrire et personne va y aller pour être un petit peu mauvaise langue. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mieux faire dans le CrossFit même, dans la structure des abonnements, dans les services qu'on propose en plus du CrossFit? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ben, voilà, étoffer cette offre, rendre l'offre plus attrayante, faire en sorte que les gens se rendent compte de la plus-value qu'on leur apporte et qu'on puisse atteindre et au final aider plus de gens? Première étape, je pense, c'est que la plus-value soit réelle. Entre l'abonnement à 90 euros et l'abonnement à 30 euros au Basic Fit, il y a 60 euros d'écart. Hmm. Et ces 60 euros, ils soient vraiment justifiés. C'est-à-dire qu'il faut coacher. Il ne faut pas juste leur faire faire des WOD où ils transpirent. Ça, c'est facile à écrire, des WOD où faire transpirer les gens. Il faut vraiment leur faire comprendre que ils sont là pour être accompagnés. On va leur apprendre à squatter, on va leur apprendre à faire des pull-ups, on va leur apprendre à marcher sur les mains pour certains, on va leur apprendre d'autres à faire du keeping. Et on va les coacher, on va être là pour eux, on va faire en sorte que l'heure qui passe dans la boxe, c'est leur meilleure heure de la journée, que c'est un safe space où ils vont pas être jugés et où on va les accompagner, on va faire attention à eux. Premièrement, ça c'est la première étape. Parce que ça paraît bête, mais peut-être que tout le monde ne le fait pas aussi bien que ça. Donc c'est pour ça qu'il y a des box qui ont du mal. Ensuite, deuxième chose, ben, réfléchir sur combien vous coûte un adhérent sur un cours. Et on avait fait un podcast avec CrossFit 1789. Et en fait, ils avaient calculé du coup le coût du cours, c'est-à-dire le coût du coach, le Hmm. coût du loyer, le coût de toute l'énergie, etc., divisé par cours, par semaine et par mois. Et en fait, ils avaient dit en fait, on perdait 5 euros par séance. Hmm. Donc, ils avaient réajusté les abonnements pour ça. Le but, c'est que les box de CrossFit, les gens qui les gèrent, ben, ils puissent vivre de ça quand même, hein, parce que passion, ok, c'est bien, mais il faut aussi en vivre, hein. On ne demande pas à être millionnaire, mais pouvoir. Tu vois, moi, mon but, c'est de pouvoir payer, comme mon père m'a fait pour moi, payer des études à mon enfant s'il a envie de les faire, tu vois. Ouais. Et ça, c'est important. Donc, ça, deuxièmement, première étape, faire en sorte que la plus-value soit réelle. Et deuxièmement, faire en sorte que vous vous en sortiez. Il y a ça à mettre en place, le coût du cours, et mettre en place les abonnements par rapport à ça. Peut-être rajouter, si vous êtes owner de box, vous pouvez ajouter des services comme du coaching perso. Vous pouvez rajouter des petites programmations en plus pour les adhérents qui veulent faire un peu plus que les classes, passer les toast to bar, passer les HSPU, faire des petites, ou permettre à vos coachs de le faire pour pouvoir avoir un Hmm. complément de revenu. Euh, Faire en sorte bah, d'être le plus pro possible en fait, hein, dans votre manière d'aborder un nouveau client qui rentre dans la box. Si vous avez un client qui rentre dans la box, vous êtes en train de coacher un groupe classe et qu'il a besoin de renseignements, c'est pas je le renseigne vite pour être vite débarrassé et aller coacher. Proposez-lui un café, demandez-lui de s'asseoir en attendant le cours, expliquez-lui ce que c'est que vraiment le CrossFit, ce que vous faites ici, expliquez-lui pourquoi c'est tel prix et pas 30 euros comme au Basic Fit. Et, euh, et ne parlez pas juste de ouais, ici il y a la communauté, ici on fait des mouvements fonctionnels, ça va pas lui parler en vrai. Expliquez-lui qu'ici, il va être coaché, accompagné, qu'il va venir, il n'aura pas à penser à l'entraînement qu'il va faire, il n'aura pas à penser, il aura juste à poser le cerveau, écouter le coach, faire son cours de manière la plus impliquée possible et passer un bon moment avec d'autres gens.
et qu'il aura les résultats s'il vient souvent, parce que c'est la réalité. Moi, la méthode CrossFit, j'y crois. Venir 4 fois, 5 fois 1 heure dans la semaine pour lutter contre la décrépitude, avoir une meilleure santé, être fit, être les 10% de la population du pays les plus fit, ça, j'y crois vraiment, pour lutter contre les problèmes de santé. Et ça, il faut le comprendre. Et aussi, on est un métier de service. Il faut être commerçant. C'est comme un commerce, hein, c'est un commerce. Donc, Commerce, ouais. il faut le prendre comme ça. Ouais, ça, c'est un truc qu'on m'avait dit quand j'avais commencé à coacher. T'es pas dans le fitness, t'es pas dans le business du fitness, t'es dans le business des gens. T'es dans l'humain. Et dès que tu comprends ça et que tu comprends que le relationnel, la communication, comme tu as dit, hein, tout ce qui va avec une entreprise, la promotion, la vente, la Mm. rétention de clients, la satisfaction des clients, le service client, ça, c'est toutes des choses qu'il faut vraiment mettre en avant dans le coaching, à mon avis. Et ça va de pair avec ce que tu disais tout à l'heure, le fait qu'on se professionnalise, le fait que les gens reconnaissent ce qu'on fait pour la qualité du service qu'on donne, pour les résultats que les gens vont avoir au travers de ces services. Mais c'est ça, il faut agir comme des professionnels, il faut être à l'heure, il faut être bien habillé, il faut bien parler. Et ça, je pense qu'on l'oublie encore peut-être un petit peu parce qu'on est dans le sport, parce que des fois, le CrossFit, ça a ce côté un petit peu rugueux qu'on aime bien tous, hein. C'est là d'où on vient, c'est là où on a commencé, c'est une barre dans la rue parce que tu n'as rien d'autre et ça va très bien, tu peux commencer avec ça. Mais c'est vrai que quand on commence à offrir des services, il faut commencer à penser un petit peu autrement. Et plus on le fera et plus on aura de succès aussi, Mm. ce qui sera bien pour nous et ce qui sera bien pour tous les gens qu'on peut aider autour de nous. Mm. Bien sûr. Et croire en son service. Mm. Parce que, voilà, vraiment, moi, je pense que la méthode CrossFit, quand elle est bien faite, elle marche. Pour ce qui est de la lutte contre les maladies chroniques, la décrépitude et tout ça, je l'ai vu de mes propres yeux, donc vraiment, moi, j'y crois. Croire en sa méthode, mais aussi être capable de se remettre en question. On en a parlé tout à l'heure. Moi, je me souviens quand moi j'ai commencé dans le monde du CrossFit, c'était la mentalité, qui dominait un peu, c'était le CrossFit, c'est le meilleur. Et tel qu'il est, c'est ce qu'il y a de mieux et ça bouge pas. C'était un peu le dogme, tu vois, on parlait de dogme tout à l'heure. Ben non, c'est améliorable. Il y a peut-être des trucs par rapport au level 1 d'il y a 10 ans, ça a changé parce que justement, il y a des observations qui ont été faites par rapport aux 10 ans de recul que l'on a et être prêt à améliorer le plus possible. Le but, c'est que les gens aient le plus de résultats avec 1 heure de cours par jour, donc, et qu'ils passent un bon moment et qu'ils ne se blessent pas Mm. et qu'ils soient en meilleure santé. Et le but, c'est que la ménagère de 45 ans, si demain elle a un déménagement à faire, elle soit capable de porter les meubles avec son mari, tu vois. C'est C'est ça, aussi ça. c'est ce qu'on veut. Ruben, je sais qu'on a encore quelques minutes. J'avais deux, trois questions qui nous sont venues d'Instagram que je voulais te poser. La première, c'est la santé mentale d'un athlète pendant une période de compétition. Comment est-ce que tu coaches ou comment est-ce que tu gères ça? Là, on peut faire un deuxième podcast, hein. J'allais dire, c'est pas la question la plus simple du jour. Ouais. Moi, j'ai tendance à quand même essayer de mettre le plus de principes stoïcistes possible. Mm, Vous contrôlez, la seule chose que vous contrôlez parmi ce chaos qui est la compétition de CrossFit, c'est votre effort, mm. votre warm-up, votre préparation, préparer ses affaires, son sac, sa nourriture, ses encas, euh, votre stratégie, votre exécution de la stratégie, votre cooldown, tout ça, vous le maîtrisez. Donc, concentrez-vous sur ça. Ne vous concentrez pas sur les choses que vous ne maîtrisez pas. Si par exemple demain vous allez en compétition et que votre juge est pas top, mais en fait vous n'avez pas le contrôle dessus. Donc ça sert à rien de utiliser de l'énergie cognitive dessus. Donc concentrez-vous vraiment sur les choses que vous contrôlez. Et le but c'est de réussir à dissocier entre ce que vous contrôlez et ce que vous contrôlez pas. Et commencez par ça, dissocier. Et une fois que vous avez ce que vous contrôlez, concentrez-vous dessus. Ça sera déjà pas mal. Ça sera Ouais, déjà pas c'est solide comme conseil. Elodie demande comment gérer le repos quand on a une prog généralisée, par exemple quand on a besoin d'une semaine off. bonne question. Euh, ben, l'apprendre, hein. L'apprendre, J'allais hein. dire, bah, tu prends ta semaine off. Ah ouais, alors, tu essaies de choisir les semaines. Si tu connais les cycles en amont et que tu sais que tu as une semaine de test, ben, tu prends pas ta semaine de repos cette semaine-là. Tu fais d'abord ta semaine de test.
peut-être, si tu as le choix, le faire en semaine 1, c'est-à-dire sur un début de progression, la semaine la plus light en général, c'est la semaine 1, peut-être le prendre là, ou après une semaine de retest. Donc si tu as une progression de plusieurs semaines, un bloc, tu arrives sur la semaine 4 et tu as les retests ou la semaine la plus intense, ben, prendre ta semaine de repos après, ou le lendemain d'un week-end de compétition aussi. Et voilà, hein, après, rapprochez-vous de la personne qui vous fait la programmation pour voir, pour qu'elle vous conseille aussi. Je pense que c'est le meilleur conseil à donner là-dessus. Ouais, c'est clair. Romain qui te demande avec un petit clin d'œil, parle de protocole de développement mitochondrial haut du corps pour le CrossFit. Ben, on a beaucoup de mouvements cycliques bas du corps en CrossFit. Biker, rameur, course à pied, assaut bike. Peu de haut du corps, le ski erg, mais encore le ski erg, c'est beaucoup le corps quand même si on a un peu quand même les épaules et le triceps. On avait Matt Fraser qui nous avait montré son arme secrète 3 ans après. Il faisait du... Comment ça s'appelait d'ailleurs? C'était un truc pour les combattants, ça. C'est Qu'il avait un, acheté c'est sur Amazon. un mini vélo à bras, ouais. Ouais. Sans moteur, c'est juste tu Ouais. tournais. Bah, il y a ça, hein. Enfin, alors, je sais que pas de box de CrossFit ont des vélos à bras. Vous pouvez le faire avec le bike erg. Vous pouvez faire aussi du ski erg. Déjà, si vous faites une bonne progression au ski erg, si vous en avez jamais fait, déjà, vous allez avoir des adaptations intéressantes sur ça, je pense. Super. Mm. Ouais, l'année dernière, j'avais commencé à bosser sur un prototype de modification du bike erg. Parce qu'en gros, si tu enlèves toute la partie arrière, la selle et le pied arrière, tu le mets debout, tu le Mm. rehausses d'une trentaine de centimètres parce que sinon il est un peu bas et tu rallonges les pédales. Donc j'ai acheté les pédales d'usine Concept 2, je les ai fait usiner pour rajouter, je crois que c'est 5 centimètres parce que je bosse avec une équipe de voile et eux, ils font du vélo à Ouais, bras. Donc j'avais l'outil devant moi, c'est un Technogym à 6000 balles, donc c'est pas abordable, c'est mm. énorme, ça marche pas bien. Enfin, je recommande pas du tout cet outil-là. Ça marche pas bien? Parce que je l'ai pas trop. Non, non, c'est Technogym, quoi. C'est cool Ouais. quand tous les Basic Fit les ont, parce qu'ils ont un contrat avec eux et qu'ils font ce qu'ils veulent. Mais non, moi, j'ai un de mes gars qui l'a à la maison et il a dû le réparer plusieurs fois. Les pièces, c'est impossible de les trouver. Enfin, c'est compliqué. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire avec une modification de bike erg. Ouais. On n'y est pas encore. J'en avais parlé d'ailleurs. J'avais fait un podcast avec Greg Hammond, qui est le numéro un je crois qu'il est le numéro 2, ou en tout cas, il est vraiment dans les hautes sphères de l'entreprise Concept 2 depuis plus de 20 ans. Et je lui avais parlé du prototype, je lui avais montré quelques photos et il m'a dit que dans l'usine, la semaine suivante, les gars, ils se sont amusés à faire un prototype aussi. Après, ça verra jamais le jour parce que c'est le genre de truc où déjà, c'est un truc super niche et Concept 2, ils font pas dans le niche. Ils ont Ouais. 3 outils et c'est les meilleurs outils du marché, donc ils vont rester Ouais. là-dessus. Mais ouais, je pense que c'est intéressant cette réflexion de se dire que on peut bosser le cyclique sur un vélo, sur la course à pied, mais il y a peut-être du potentiel de développement inexploité, notamment pour ceux qui n'étaient pas nageurs à la base, qui n'ont pas un passif de gymnastique, et pour accumuler du volume sans que ce soit nécessairement des reps qui soient très contraignantes au niveau mécanique. C'est ça. Il y a peut-être un truc à pousser là-dessus. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ruben, c'était un énorme plaisir de te recevoir à nouveau sur le podcast. J'ai Merci à toi. passé 2 heures sont passées comme une lettre à la poste. Ouais, c'est vrai en plus. Je t'avais dit qu'on serait large et en fait, on est juste avec Ouais, le chrono pour finir à midi. Merci beaucoup, c'était vraiment top. merci à J'espère qu'on toi. pourra le refaire bientôt Ouais, et plaisir. j'ai hâte de voir la continuation du développement de cette communauté et de cet écosystème dans les années à venir. Merci beaucoup à toi. Si un jour tu passes dans le sud, tu viens, on en fait un au bureau, au Ce serait studio. top. Ouais, Et, avec euh, plaisir. et puis voilà. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, Ruben, pour ceux qui ne suivent pas encore? Alors, Instagram, EMF Training, ou mon compte perso, Ruben Valero EMF. Et puis notre chaîne YouTube, EMF Training aussi. Super. Les liens seront dans la description du podcast. Merci encore, Ruben, et à bientôt. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux soutenir le podcast, je te propose 2 options. 1, tu peux nous laisser un témoignage 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et la deuxième option, tu peux partager cet épisode sur tes réseaux sociaux ou simplement à un ami. Merci d'avance pour ton soutien et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.